Bon, alors on est prêt à commencer. Il faudrait couper votre son, tout le monde. C'est pas, c'est par là que ça se passe. C'est bon? OK, on est vraiment prêt. Bon. Alors, bienvenue tout le monde à la séance publique numéro 4 de la Commission de développement économique. Donc, on est le 16 mai 2024. On est à l'Hôtel de Ville. Alors, je vais faire les petites présentations d'usage. Alors, je suis Christelle Lefebvre, donc du district de Saint-Élie et présidente de cette commission. Je suis avec les membres de la commission, donc Annie Godbout du district de Rock Forest et présidente de l'arrondissement Brompton-Rock Forest Saint-Élie Deauville. Ouais, j'hésite toujours avec Lac-Magog. C'est mon arrondissement, mais bon. On a aussi Fernanda Luz. Mais tu es dans la salle, c'est ça le principal. Donc, du district du Carrefour et aussi présidente par intérim du conseil exécutif. Et le dernier, mais non le moindre, Paul Gingue, du district de l'université. Alors, avec moi, en support à la commission, on a Philippe Cadieux, directeur du service de développement économique, Annie, qui est notre indispensable logistique, on va dire. Et on a aussi du bureau du service maintenant du développement économique, on a Bianca de la Fontaine qui est présente. Et on a 2 points à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, je vais déjà présenter les participants du premier sujet sur la politique événementielle. Donc, on a Jean-Yves de la Rougerie, qui est directeur du SSCVC, donc Service des sports, de la culture et de la vie communautaire. C'est bon, je l'ai bien dit, magnifique. Et on a aussi donc de la division des événements, Émilie Pinard et Philippe Bastarache, qui vont donc nous faire la présentation. Donc, on a des petites bureaucraties à faire d'abord. Donc, adoption de l'ordre du jour, est-ce que ça convenait à tout le monde? Oui, parfait. Et on a un PV à adopter, donc un procès verbal, donc le procès verbal numéro 3 du 18 avril 2024. C'est en huis clos. C'est toujours pas éclairci cette affaire. Donc, est-ce que ça convenait à tout le monde? Bon, ça convient à tout le monde, parfait. Alors, ouais, alors c'est pas sur le sujet. Alors, on arrive directement. Bonjour tout le monde. Au premier point de notre ordre du jour, donc la mise à jour du plan de développement. Non, excusez. Politique des événements à portée économique. C'est une présentation verbale. Donc, en fait, nous, vous avez reçu les documents. Oui, vous avez vu, parfait. Oui, c'est ça. En fait, c'est moi qui ai demandé que l'équipe vienne faire une mise à jour puisque il y a eu une première présentation au mois d'avril. On avait fait la recommandation donc que l'équipe soit mandatée pour avancer sur une politique justement. Et bon, on connaît les événements, ça a été un petit peu, ça n'a pas suivi le chemin que ça aurait dû. Donc, on a perdu un certain temps, mais l'équipe a quand même continué puisque il y a certaines étapes qui ont été faites là en parallèle. Et donc là, ça revient, on reprend le chemin que ça n'aurait pas dû quitter. Et donc, ça vient se réarrimer avec la commission de développement économique. Et donc, on veut voir un petit peu quelles avancées vous avez fait, d'où on repart aujourd'hui pour avancer vers les prochaines étapes. Est-ce que ça résume bien? Alors, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Yves. Monsieur de la Rougerie, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous. Merci de votre accueil. Effectivement, je suis avec mes collègues là, que vous avez
présenter pour l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de présenter l'avancement, l'état d'avancement de la politique au niveau des événements à vocation économique, de voir où on en est rendu. Vous savez qu'il y a déjà eu le mandat qui a été octroyé au SSCVC, à la division des événements, pour réaliser la politique. Et il y a aussi eu le mandat, en fait, du groupe de travail qui a été composé. Et l'objectif aujourd'hui, ben, c'est de faire un état d'avancement. Effectivement, la demande, ça a été fait de venir faire une présentation verbale. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de document d'avance avec un sommaire décisionnel. Et on a cru bon de vous envoyer la petite présentation qu'on a fait, donc qu'on vous a envoyée. Vous allez voir qui est très simple et synthétisé, mais qui exprime bien l'état d'avancement. Alors, je vais laisser à mes collègues, à la chef de division au niveau des événements, Émilie Pinard, de poursuivre au niveau de cette présentation-là. Merci. Alors, merci beaucoup. Première diapositive que vous voyez, Madame Lefebvre l'a très bien introduit par rapport au cheminement du dossier, d'un dossier structurant là, qui devrait cheminer en commission et les différentes étapes auxquelles on est rendu. Donc, aujourd'hui, on est au démarrage de la démarche encore. Là, le dépôt du diagnostic vient d'être fait et adopté là, de façon tout récemment. Et donc, on est à l'étape, on a démarré aussi le groupe de travail. Première rencontre en début mai, si je ne m'abuse, la date m'échappe par cœur, mais bref, et les étapes à venir, évidemment. À l'automne, on espère vous revenir de manière à ce que vous puissiez émettre des commentaires sur une V1 de la politique qui est en rédaction. Et évidemment, au printemps 2025, on aimerait bien avoir votre recommandation au conseil municipal pour l'adoption de la dite politique. Et donc, le groupe de travail, petit rappel, le mandat déterminé par les instances. Donc, la mission du groupe de travail est d'analyser et approfondir les enjeux qui découlent d'une part du diagnostic que nous on a fait, mais aussi des consultations qui s'en viennent ou qui sont en cours. Le groupe de travail a aussi un rôle de mobilisation de parties prenantes pour les impliquer afin de maximiser la portée des différentes consultations, de recevoir, d'analyser aussi les propositions issues de ces consultations, puis afin d'émettre des recommandations qui seront discutées en commission de développement économique. La durée de ce mandat-là est estimée, devrait se poursuivre jusqu'au 31 mars 2025. Et puis, vous avez les membres ici du comité, du groupe de travail, dont Mme Lefebvre, Mme Louze, Mme Cindy Trottier, qui est porte-parole du milieu événementiel en étant directrice de la fête du lac, Malika Bajaj, aussi porte-parole du milieu événementiel en tant que directrice du Festival des traditions du monde et Festival aussi du cinéma du monde. Félix Dion, qui est un usager pour représenter la communauté. Monsieur Larougerie, directeur SSCVC. Monsieur Cadieux, directeur du service de développement économique. Moi-même et Monsieur Bastarache. Donc, l'échéancier détaillé qui a été discuté le 3 mai dernier lors de la première rencontre de travail avec le groupe de travail, justement. Et aussi, le 9 mai dernier, on a entamé une consultation avec les promoteurs. Philippe va vous en parler un petit peu plus loin, mais ça, c'est fait. Donc, on est au stade de la collecte, en fait, de colliger les données, on va dire, brutes que l'on a et les mettre ensemble pour les présenter. Le 16 mai, ça, c'est en ce moment. Et donc, on est ici pour vous présenter l'état d'avancement. Il y aura une prochaine consultation qui sera le 7 juin. Et à la suite de cette consultation-là, tout de suite après, on fait une présentation des données très, très brutes au groupe de travail pour en tirer l'essentiel avant de revenir, on l'espère, avec le 13 juin avec une avancée puis des données un petit peu plus précises sur ce qui a été nommé dans les deux consultations et préparé par le groupe de travail. On espère pouvoir déposer un cadre financier en demande additionnelle non intégré dans le processus budgétaire. Puis, on n'a pas encore les dates, mais habituellement, monsieur le directeur, sauf erreur de ma part, c'est autour de ces eaux-là, fin juin, du côté administratif, là, avant que ça chemine. Ensuite, durant l'été, on va faire des ateliers de travail avec les différents services, le SSCVC, entre autres, le service de développement économique, bureau de l'environnement,
Bon, ils sont tous listés dans cet échéancier-là. On aura une autre séance de travail ou une autre rencontre du groupe de travail à l'automne pour revenir sur les ateliers de travail, les consultations, puis présenter les orientations, les axes. On va revenir le 10 octobre faire un suivi en commission et ainsi là, jusqu'au 21 novembre pour une présentation de la version 1 de la politique. Madame Godbout a une question? C'est quoi le QDS? QDS? C'est que des solutions. C'est quoi? Oui, c'est ça. Hein? Que des solutions. Oui, en fait, on avait eu la proposition d'ajouter une diapositive pour présenter les consultantes qui nous accompagnent pour les consultations. Ça a l'air drôle à dire, les consultantes pour les consultations, mais donc, il s'agit de Claudine Roussel-Marilène Roy de la firme Que des solutions, qui sont toutes les deux issues du milieu événementiel, mais qui n'y œuvrent plus, pardon, et qui sont aussi les seuls à être certifiés Event Design, certification internationale qui est fait pour le design événementiel, justement. Donc, on trouvait que c'était des bonnes intervenantes pour non seulement avoir la confiance des promoteurs parce qu'elles sont connues, mais aussi apporter la dimension de la neutralité, puis toute leur expertise qu'elles sont allées chercher avec cette certification-là. Oui, d'ailleurs, on a eu dans la première rencontre de consultation, là, le 3 mai, elles étaient présentes et nous ont expliqué un peu leur approche en event design. C'est vraiment intéressant, là. C'est vraiment une autre façon de voir les choses parce que c'est vraiment adapté à l'événementiel. Et puis, bon, c'est des gens qui connaissent bien l'écosystème ici à Sherbrooke. Là. Claudine, ça fait quand même plusieurs années. Elle est directrice notamment du Festival des Harmonies, c'est ça? De Sherbrooke. Du Carnaval de Sherbrooke. Donc, elle chante bien aussi, elle chante bien. Oui, elle chante très bien, effectivement. Ah oui, en artiste. Et donc, c'est intéressant aussi puisqu'elle connaît tout le monde. Donc, c'est quand même intéressant de les avoir. Puis, ils nous amènent une autre approche. C'est bon? Encore une autre question? En fait, une suggestion, Oui. si vous me permettez d'en faire. Allez. Vous savez que je suis constructive, madame. Quand je regarde l'échéancier, on voit là, qu'il y a le 7 juin, en fait, le groupe de travail qui se voit le 10 juin avec retour sur les consultations, préparation d'un cadre financier, puis 3 jours après, la même rencontre avec à peu près les mêmes gens, sauf moi puis Paul. Donc, moi, ce que j'aurais le goût de vous suggérer, c'est que moi puis Paul, on se joigne à cette rencontre-là pour éviter un dédoublement. Fait que c'est ma suggestion. J'avais soulevé ça aussi pendant la rencontre de consultation, mais ce n'était pas les mêmes objectifs. Non, c'est ça. C'est parce que ça se ressemble, mais la séance du groupe de travail du 2, c'est vraiment en préparation du cadre financier, tandis qu'en commission de développement économique, on est plus dans la présentation des hypothèses qu'on va retenir en groupe de travail. Donc, ça se ressemble beaucoup, mais c'est sûr, ça va être des conclusions puis la recommandation, c'est surtout ça aussi, là, ce qu'on ne pourra pas faire en consultation. Donc, voilà. Monsieur Jean, vous aviez une question aussi? Oui, c'est fait. Ah, c'est ça. OK, c'était la même chose. OK. Parfait. On peut continuer. maintenant, bon. Attendez, parce qu'on me signale que c'est Nancy Robichaud qui lève la main. Moi, j'ai un drôle de truc sur mon écran, je ne le vois pas. Madame Robichaud, vous aviez une question? Est-ce que vous m'entendez? Là, maintenant, on vous entend, oui. OK, c'est bon, excusez. Dans le fond, c'était en lien avec les personnes. J'aimerais ça, si c'est possible. Je sais que c'est un détail, mais on sait comment que les événements sportifs, là, je l'avais dit l'autre fois, apportent le volet économique. Là, on l'a très bien vu avec les Jeux du Québec. Mais là, on m'avait dit que c'était, puis là, Malika, je pense que son prénom, là, excusez, celle qui est au Festival des cinémas du monde, puis au Festival des traditions du monde, qui était aussi au PIF des pâtisseries. Mais je ne sais pas, moi, je pense que je le nommerais, parce que vous avez nommé encore les 2 événements culturels, mais pas l'événement sportif. Puis moi, je pense qu'il faut que les gens sachent que quelqu'un qui est dans les événements sportifs-là, sinon, on va penser qu'on les a oubliés. D'accord. C'est juste un détail, mais je pense qu'il faudrait que ça soit nommé. L'évidence, là. Oui. Parfait.
Merci du rappel. C'est bon? Merci. Bon, maintenant, comme ma collègue disait, on a déjà entamé la démarche là, au niveau des consultations. Alors, les consultations, on a différents volets. Le volet 1, c'est la consultation des promoteurs. Elle a eu lieu le 9 mai dernier. Ensuite, le volet 1.5, c'est la consultation des parties prenantes qui va avoir lieu le 7 juin prochain et qui va s'appuyer sur notamment ce qui s'est dit lors de la consultation précédente. Ensuite, on va revenir à l'automne pour une autre consultation des promoteurs avec le travail qui a été fait. Lors de la consultation des promoteurs là, qui a eu lieu le 9 mai dernier, on est en train en ce moment de colliger les données qu'on a cueillies et on a déjà un petit bilan préliminaire. Là, donc, vous avez des informations ici. Alors, on a eu une vingtaine de participants et participantes qui représentaient 9 événements, notamment le PIF. On a aussi, la consultation a duré 3 heures et elle portait vraiment sur les 5 axes stratégiques que vous connaissez en lien avec la politique. On a eu plus de 200 idées qui ont été proposées par les personnes qui étaient présentes et ces idées-là, elles ont été classifiées par ces personnes-là selon un indice de désirabilité et de faisabilité. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que parmi les axes où on a reçu le plus d'idées, c'est vraiment du côté de la mobilisation du milieu, l'optimisation des sources de financement et l'optimisation du panier de services. Ça générait quand même beaucoup d'idées et de préoccupations de la part des promoteurs. Maintenant, pour ce qui est de la consultation des parties prenantes à venir, dont je vous le disais tantôt, ça va être le 7 juin, on vise à avoir la participation d'environ 40 personnes. C'est une consultation sur invitation. Et si je pouvais vous définir ce qu'on entend par partie prenante, c'est tous les gens qui sont issus de l'écosystème événementiel, donc dans la chaîne de production d'un événement. Ça part du bénévole, ça va jusqu'aux membres du CA de certains organismes événementiels qui n'ont pas pu se présenter, notamment à la dernière consultation. Ça inclut les élus qui voudront y participer. Ça inclut également les fournisseurs de services. Ça peut inclure aussi des bailleurs de fonds, tant privés que publics. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir réunir ces gens-là et on va y ajouter également des usagers. Et c'est sûr que ces usagers-là ne seront pas nécessairement majoritaires parce que je voulais vous le rappeler également, en l'automne 2022, on a fait un sondage sur le persona événementiel de Sherbrooke. Il y a eu 1300 répondants. Donc, on a déjà beaucoup d'informations sur les habitudes de consommation de la population sherbrookoise pour les événements tant ici qu'à l'extérieur, sur leurs préférences en matière de type d'événement, sur ce qui constitue pour eux un événement réussi, ou même sur la façon qu'ils se rendent physiquement à l'événement. Donc, on a déjà beaucoup d'informations et on pense qu'avec l'ensemble de ces consultations-là, de ces données-là qu'on va chercher, on va en chercher aussi du côté de nos partenaires Événements Traction Québec. On va être en mesure d'avoir beaucoup d'informations de colliger pour pouvoir avancer au niveau de la politique. J'ajouterais juste en complémentarité, c'est justement là où l'expertise de QDS Solutions ou QDS prend toute son importance, si on veut, en ce sens que ces dames-là, ces collègues-là, Claudine et Marianne, vont colliger, classer. C'est là où l'expertise est une coche supplémentaire, puis ça vient mettre eux autres, ils disent la quatrième patte à la table. Il y a la patte administrative, il y a la patte politique avec la politique qui s'en vient, il y a la patte des promoteurs, puis il va y avoir la patte globale. Et donc, c'est de faire un processus pour maximiser l'intelligence collective, puis les idées, puis l'optimisation de la consultation. Parfait. Je voulais juste, d'un souci de la foule en délire qui nous regarde. Vous parlez de 5 axes. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans le diagnostic que vous avez présenté en comité plénier, je ne sais plus à quelle date. Donc, oui, donc je peux vous le répéter, là, c'est la mobilisation du milieu, l'optimisation des sources de financement, l'optimisation du panier de services, la structuration de l'offre et la maximisation de l'impact économique et social des événements. Voilà, merci. C'est bon, ça que je voulais qu'on répète. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui? Oui, Mme Godbout? Oui, effectivement, j'aurais aimé aussi, là, on était un peu paresseux, là, fait que de retourner voir c'était quoi, là, j'aurais aussi bien aimé pouvoir les retrouver, là, les axes dans le document. Mais la question que je me pose, c'est cette politique-là par rapport au cadre de référence qui a été fait quand même il y a une couple d'années. Comment un avec l'autre s'insère ou est-ce que la politique va éliminer le cadre de référence? J'étais un peu curieuse de vous entendre là, par rapport à ça.
Vous me permettez? Oui. D'accord. Et donc, la politique, ça veut être une version un peu 2.0 du cadre de référence, en ce sens qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Là, le cadre de référence, même si on prétend qu'il est désuet, il reste que sur la forme, il y a quand même des éléments ou des pistes qui méritent d'être conservés et d'être approfondis. Et le cadre de référence, ce sont 2 documents en un, si on veut. Là, il y a le volet recevabilité des événements, donc des critères assez normatifs de tel type d'événement. Ça prend un numéro d'enregistrement au REC et ainsi de suite. Ce volet-là et une certaine typologie d'événements sera conservé, bonifié, amélioré dans le cadre des travaux de la politique. Et le cadre de référence inclut aussi le volet programme de financement des grands événements sherbrookeois qu'on nomme souvent comme PFGA. Et lui sera bonifié ou amélioré, sera un autre programme de financement selon les orientations et les priorisations qui auront été nommées dans la politique. Donc, est-ce que ma question est claire? En fait, ma réponse est claire, pardon? est claire, mais je nous inviterais peut-être à garder ça simple et de garder un seul document. Là. Oui, oui, tout à fait. Ça sera intégré. En fait, là, pour moi, c'est parce que ça c'est à quoi on se réfère, là, ça serait important que ça soit simple. Puis, en fait, la politique va venir remplacer le cadre de référence. c'est ça. Oui, ben c'est ça, mais. Du cadre, on va le garder. Ben oui, Exact. ben oui, C'est ça. tout à fait, je veux C'est dire. pour ça que je disais une version 2.0. Pour mais moi, je ne sens pas que c'est un document qui est désuet. Là. Je veux dire, c'est quand même une source de référence dans le financement des organismes. Mm. Fait que ça a encore toute son importance, mais c'est sûr que quand on dit de structurer l'offre, là, j'en suis, là, je pense que c'est ce que je souhaite depuis longtemps, mais il va falloir je ne sais pas si vous travaillez dans ce sens-là, mais de pouvoir il faut que ça soit un guide d'aide à la décision des élus, ce document-là, pour savoir vers quel type d'événement on veut tendre, d'avoir une certaine unicité à travers le Québec sur les événements. Là, je ne sais pas si vous travaillez dans ce sens-là à définir ça, là, mais c'est exactement ça qui sera un des objectifs sous-jacents aux travaux de la politique, effectivement. Puis, en fait, c'est sûr que j'aurais peut-être d'autres questions, mais le temps file, puis il y a d'autres collègues. Mais ce que j'aurais souhaité, là, je ne le cacherai pas, là, dans la démarche, moi, je trouve que le plus beau modèle de démarche, là, c'est celui de eux, là, ici. Alors, pour ceux qui ne le voient pas et qui ne sont pas dans la salle, non, c'est ça. Mme Godbout fait un signe vers Marie. Le PDZA, où je trouve que, à chaque étape, on est invité comme élu d'être présent. Moi, je regarde l'événement que vous avez eu au mois de mai. J'aurais rêvé d'être là. On aimerait ça être. Être là le 7 juin. Ben, c'est prévu. Mais c'est ce que je vous dis. Ils ont été là, on était invités à chaque étape, à chaque démarche. Si on veut être là ou pas, d'avoir le choix. Je pense qu'on est élu parce qu'on veut contribuer. Puis les politiques, ben, c'est l'espace le plus intéressant puis important auquel on peut contribuer. Donc, d'être ici uniquement là, sur cette chaise-là, puis de juste recevoir ce que vous dites et de ne pas être là pour contribuer, je vous émets un souhait que ça se passe un peu comme ça s'est fait dans l'autre cas. Fait que c'est un souhait, c'est tout. On lance en l'air, puis des fois, par magie, ça se passe. Effectivement. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres questions? Ça n'a pas l'air, hein? Ça avait l'air que c'est très clair. Moi, ça me va, Madame la Présidente. J'aime le groupe de travail. Une belle variété. Surtout avec que de solutions. Là. Ça vient pour moi, ça l'amène un œil externe. Et ça, c'est toujours bon quand on est toujours dans nos affaires. Et puis, donc, ça me va. Parfait. Oui, je pense que c'est un bel apport d'avoir ce groupe-là avec nous qui, effectivement, n'a pas un œil ni administratif ni politique, mais un regard plus global. Donc, effectivement, puis c'était quand même c'était très constructif la rencontre qu'on a eue. Il y a un citoyen qui était présent, qui était comme usager, qui aussi venait témoigner de mobilité réduite, parce que c'est ça qu'on veut, que nos événements soient en accessibilité universelle.
Et on se demandait là si finalement ils s'y retrouveraient au travers les autres membres du comité, mais finalement non, ça a été très très intéressant, un bel apport. Donc non, c'était une bonne rencontre. Donc voilà, et on fera, il y aura plusieurs étapes ici en commission avant d'adopter la version finale. La version finale, on pense que ça va passer dans les instances à quel moment? On vise printemps 2025. OK. En fait, on va vous présenter une version 1 préliminaire fin 2024, donc à l'automne, puis ensuite on va vous revenir avec une version finale 2025. Parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup. Alors, ouais, on voudrait presque applaudir, hein. Alors, on va passer à notre second point, qui est à l'ordre du jour. Alors, on va parler justement de PDZA. Ah d'accord, parfait. Et donc on va faire une mise à jour, on va parler de la mise à jour du plan de développement de la zone agricole, donc on est en train de construire depuis plusieurs mois. Donc pour ça, j'ai plusieurs invités. Alors j'ai Marie-France Audet qui fait maintenant partie du service de développement économique, et Samuel Comtois qui est notre kingpin de la consultation PDZA. Notre sommité québécoise. On ne pouvait pas trouver mieux comme personne ressource. Et je voulais saluer la présence de Denis Boutin et de Valérie, excuse-moi, ton nom de famille m'échappe, Giguère, donc, qui est de l'UPA, et Denis qui est de l'association forestière, groupement forestier. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais donc qui représente tout l'aspect foresterie, qui est quelque chose duquel on doit prendre soin aussi à la ville. Donc, qui sont membres en fait du comité de suivi du PDZA. Donc, j'avais invité les membres du comité. Donc, je vous remercie d'être là. Et comme je vous avais dit, il y a du café en arrière. Ouais, parce que le café est important dans nos rencontres. Parfait. Alors, pour introduire le sujet, je vais passer la parole à Madame Bianca de La Fontaine. Celui-là, oui. Désolée, je cherchais mon micro. Oui, effectivement. En fait, à l'automne dernier, on est venu vous voir pour vous proposer une démarche pour la mise à jour du plan d'action du plan de développement de la zone agricole. Donc, à la suite là, de l'adoption de cette démarche-là, on a mandaté M. Samuel Comtois du groupe Pleine Terre. Il y a eu plusieurs forums qui ont été réalisés, donc 4 plus exactement, là, avec les différentes parties prenantes. Puis les forums se sont fait un peu comme un entonnoir, donc on est parti plus large pour en arriver là, au rapport préliminaire, donc au plan d'action préliminaire là, qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-France, je crois, qui va faire une petite introduction. Puis Samuel, il M. faut que Comtois. tu coupes ton son. Donc, bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, ça a été très rapide les dernières étapes. On vous présente le rapport préliminaire. Vos conseils vont être ajoutés à la version qui va sortir le rapport final. Fait que je vais laisser la parole à Samuel, puis je serai disponible pour toutes les questions et compléments. Oui, effectivement, ça a été très vite parce que le dernier forum, c'était le 3 mai, je pense. Non, je ne sais plus. Le 10 avril, Ah oui, je ne sais plus comment on vit. à la cabane à sucre, vous l'avez. Oui, à la cabane à sucre, c'était bien agréable. Et donc, ils ont travaillé fort là pour faire un rapport parce qu'il y a 195 idées qui sont sorties, je pense, de commentaires qui sont sortis juste de cette journée-là. Oui. Donc, il fallait comme tout mettre en mots. Donc là, on fait une présentation, c'est préliminaire, c'est pas la version finale. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de venir avec vos commentaires, bonifier les réflexions, etc. S'assurer que tout s'enligne bien avec la vision du conseil municipal. Et puis, la version finale, tu vas y revenir sans doute dans l'échéancier. Donc, parfait. Donc là, on passe la parole à Samuel. Tu peux le mettre?
tu peux le... Vous pouvez partager le document. Ça, en attendant que la présentation arrive, si vous me permettez. Est-ce que ton micro est allumé? Il y a une petite lumière bleue. OK, lumière bleue parfait. Ben, c'est ça. En fait, la version qu'on vous présente, là, vous avez pu le voir, là, est à la formule des rapports du groupe Pleine Terre. Bien sûr, vous comprendrez que le rapport qui sera présenté au public va prendre la forme des documents de la commission. Mais les délais qui nous étaient donnés ne nous ont pas permis de faire ce travail-là qui va être fait. Mais d'un autre côté, c'est un moindre mal. Ça va permettre vraiment aux membres de la commission de nous émettre des commentaires qui pourront être intégrés là, dans le rapport sans problème. C'est toi qui vas... Parfait. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui va avoir des petites corrections. C'est la présentation synthèse que j'ai produite pour justement, le forum 4 qui s'est tenu le 10 avril. À ce moment-là, j'ai fait vraiment un retour sur la démarche. Donc, je vous propose un 15 minutes. Je vais vous parler de nos conclusions, nos constats à travers des principales démarches qui ont été faites au cours du dernier 6 mois. Ça a été quand même rapide comme travail. Donc, on peut passer au prochain. Il y a certaines choses qui ne sont pas pertinentes, donc on va pouvoir les sauter. Donc, un petit rappel là, au bénéfice de tous, c'est quoi un plan de développement de la zone agricole? Dans le fond, c'est un moment privilégié qu'un territoire prend, une ville ou une MRC la plupart du temps, pour discuter autour des enjeux de son agriculture et de son territoire agricole, incluant aussi certains enjeux bioalimentaires, bien sûr. Puis, émane de tout ça un plan d'action. La ville de Sherbrooke avait déjà un PDZA actif qui datait de 5-6 ans environ. Donc, la décision qui a été prise au moment de lancer le renouveau, c'est de uniquement mettre le plan d'action à jour parce qu'on considérait que ce qui avait été fait dans le cadre du premier PDZA, donc un portrait, un diagnostic, était toujours pertinent. Ce que j'avais proposé dans la démarche, c'est de quand même faire un petit pas de recul pour retravailler un petit peu les enjeux, voir leur actualité. Puis, bonne nouvelle quand même, dans le travail qu'on a fait, on a réalisé que le premier diagnostic était toujours valide parce qu'on est allé rechercher chez les gens ces éléments d'enjeu-là, puis on les a juste bonifiés ou on a mis de l'avant ceux qui parlaient plus aux gens aujourd'hui en lien avec les projets qu'on va vous proposer. Mais, si je peux me permettre, effectivement, par rapport à l'ancienne version donc, qui était valable jusqu'à 2023 du plan d'action, tous les enjeux étaient encore pertinents, mais il y en a qui sont venus s'ajouter quand même, et notamment celui des enjeux des changements climatiques, qui peut-être en 2017, on en parlait moins. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est sorti beaucoup. L'accès à l'énergie aussi. En tout cas, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Et c'est pas une politique qu'on est en train de retravailler, c'est vraiment un plan d'action. Donc ça va vraiment arriver de manière très concrète avec des projets concrets. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, non, c'est ça, c'est que le premier PDZA qu'on avait fait en 2017, c'était vraiment basé sur le territoire, donc sur la zone agricole. Et là, le choix de la ville a été plus de l'accès sur l'activité agricole. Et donc, on ne se contente pas, je vais dire, de la zone agricole, mais vraiment sur ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Donc, en mettant les producteurs et les transformateurs au centre de tout ça. Voilà. Merci. Donc, un petit retour sur la philosophie derrière la démarche. Je vais faire vite, je vous l'ai présenté il y a quelques mois ici. Donc, c'est vraiment une démarche qui voulait, merci du commentaire, là, qui voulait impliquer le plus de gens possible et à plusieurs moments possibles. Donc, itérative, on travaille sur plusieurs étapes. Puis, incrémental, c'est qu'à chaque fois, on ne travaille pas chaque partie séparément et une après l'autre. On les travaille souvent tous ensemble. Puis, on finit par arriver à la fin à quelque chose dont les fils sont attachés lors de la finalité du document. Passe de drôles de choses à l'affichage. OK. Merci. Donc, la démarche, on va faire un retour sur la démarche, mais en même temps, je vais vous présenter donc les conclusions. Donc, en novembre 2023, on a commencé le travail sur le terrain avec le premier forum. À ce forum-là, on a une quarantaine de personnes qui sont venues, dont certains visages que je reconnais ici aujourd'hui. Donc, on a un peu regardé un peu, on en était où sur notre vision actuelle de l'agriculture à Sherbrooke, un peu c'est quoi nos forces-faiblesses, on voulait faire une mise à jour des enjeux, puis travailler aussi est-ce qu'on adapte et on travaille sur notre vision future.
Donc, lors de ce Forum 1, on a demandé aux gens c'était quoi les éléments qui avaient de la valeur pour eux, mais aussi qu'est-ce qu'il y a actuellement, puis c'était quoi un peu leur vision qu'ils voulaient se projeter. Puis quand on a classé tout ça dans 4 grandes thématiques sur les éléments de valeur que les participants avaient pour l'agriculture sherbrookeoise. Le premier, c'était les marchés. C'est un marché de proximité, Sherbrooke. On a parlé beaucoup des 3 grands marchés publics. Là. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, il n'en reste plus 3, mais à l'époque, il y en avait 3. C'était la proximité des consommateurs, la proximité d'une très grande ville, d'une masse de population qui va faciliter la mise en marché en circuit court, l'éducation de la population et des consommateurs aux réalités de l'agriculture. On a aussi les paysages qui sont ressortis. Donc, bien sûr, on connaît les paysages de l'Estrie, un relief accidenté qui offre de beaux paysages. On a nommé des lieux précis. C'est un potentiel pour le développement agro-touristique et aussi, en parallèle, le développement d'activités complémentaires en lien avec le plein air. Et on a aussi nommé la grande présence de prairies qui fait partie de ce paysager-là, estrien et sherbrookeois. Puis si je peux me permettre, dans ce forum-là, ce qui était quand même frappant, parce que le dernier exercice, c'était vraiment, tu sais, on prend le journal, puis qu'est-ce qu'on lit là dans, je pense que c'est 10 ans? Dans 10 ans, oui. Dans 10 ans. Puis toutes les équipes, je ne sais plus s'il y en avait 4 ou 5, là, mais tout le monde, c'était les Sherbrookeois mangent local. C'était de cet ordre-là. Donc, c'était vraiment de consommer ce qui est produit ici. C'était vraiment ça qui ressortait fort. Merci de la précision. Les 2 autres éléments qui sont ressortis de valeur, puis celui-là, il est propre à Sherbrooke. Là, dans les 17 PDZA que j'ai fait jusqu'à présent, c'est la première fois que ça ressort aussi fort. Je pense que c'est par rapport à ce qu'il y a à Sherbrooke. Donc, c'est vraiment les lieux de savoir et d'innovation qui sont vraiment ressortis comme une valeur pour ajouter pour les gens, pour l'agriculture. Donc, bien sûr, on parle des universités, on parle des collèges, on parle bien sûr de la station de recherche d'Agriculture Canada à Lennoxville. Donc, on les voit comme des gens qui ont des programmes avec l'agriculture, avec qui on peut faire des partenariats, de l'innovation, développement de nouvelles agricultures. Puis en plus, encore une fois, la notion de proximité revenue sont quand même très proches de nos lieux d'agriculture. Le dernier groupe d'éléments de valeur qui est ressorti, c'est ce qu'on appelle le soutien et le maillage. Donc, encore de cette proximité-là, ben, on est près des services, on est près des autres producteurs. On a aussi on a souligné le travail qui est fait avec les autres MRC de l'Estrie, donc celle du Val-Saint-François, Quaticook particulièrement, d'autres initiatives comme l'Artère, l'AKP, qui facilitent l'approvisionnement, le soutien aux entreprises agricoles, puis le développement d'une relève et certaines synergies. Donc, on est parti vraiment de ces éléments de valeur-là pour travailler notre vision, les éléments de vision qui sont ressortis, parce que quand on travaille avec ce qui est important pour les gens, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'impliquer dans l'action et de se reconnaître dans le plan qu'on développe. Donc, pour nous, l'idée maîtresse qui est ressortie de l'agriculture et de la foresterie sherbrookeoise, c'est la notion de proximité. Donc, on a transformé les 4 éléments de valeur en notion de proximité. Donc, le slogan c'est aussi ça, Sherbrooke, l'agriculture et la forêt vont être maintenus, mais transformés par c'est aussi ça, l'agriculture et la foresterie, parce qu'on voulait mettre sur la notion de travail de la forêt et non pas juste sur la forêt en elle-même. Donc, on est à proximité d'un réseau de soutien de maillage, à proximité d'opportunités de mise en marché, à proximité de paysages agricoles et forestiers et à proximité de lieux de savoir et d'innovation. Donc, c'est autour de ces grands axes-là qu'on a développé notre vision pour les 10 prochaines années. Donc, juste, c'est pas dans le rapport, mais c'est pour montrer qu'à la jonction de tous ces éléments de vision et ces éléments de valeur-là, c'est à cette jonction-là qu'on retrouve les enjeux et les solutions possibles. Donc, à la jonction des réseaux de soutien et d'opportunités de mise en marché, on a la notion d'entrepreneuriat, tout ce qui est les lieux de savoir et les réseaux de soutien, on a tout ce qui touche au transfert technologique. Donc, c'est juste pour un peu schématiser la pensée qu'on avait en arrière de notre vision, qu'on veut dynamique et dans l'action. Donc, je ne vais pas relire là, au bénéfice de tout le monde là, les 4 éléments de vision parce que vous les avez dans le texte. Mais à partir de ce que les gens nous ont dit autour des éléments de valeur, on a travaillé 4 petits paragraphes autour de ces 4 éléments en lien avec la proximité.
chose qui est importante, qui est ressortie, puis qui est très intéressante à mon avis pour la suite, c'est vraiment de cette notion. Personne à Sherbrooke voulait travailler à Vase-Clos. Tout le monde se projetait sur les besoins et les enjeux de l'Estrie, mais avec les forces qui sont celles d'une ville majeure comme Sherbrooke. Donc, la vision, on aimerait ça que cette vision-là se transforme dans Sherbrooke, le pôle bioalimentaire estrien, bien sûr en respect des compétences des autres MRC, mais les exemples qu'on donnait, ben, c'est, exemple, dans l'approvisionnement local, ben, Sherbrooke n'a pas tous les denrées alimentaires produites sur son territoire, mais a le bassin de population pour pouvoir créer une masse d'approvisionnement pour les producteurs de l'Estrie. Inversement, pour l'agrotourisme, on n'a pas assez aussi d'entreprises sur le secteur, mais on peut se servir des bassins autour pour créer vraiment des circuits intéressants pour nos entreprises qui, à elles seules, n'auraient pas cette attractivité-là. Donc, c'est des exemples qu'on a donnés, mais la pensée qui était derrière cette vision-là par les participants était celle d'une vision plus régionale. Par la suite, on a tenu le Forum 2 en janvier 2024. Où là, on a vraiment parti de ce qui avait été identifié, puis on est allé par des grandes thématiques de travail où on a fait un travail d'identification des enjeux prioritaires et on a demandé aux gens de prototyper des solutions. Donc, on est vraiment été sur des idées de solutions et des pistes de solutions. On ne les a pas travaillées à ce moment-là. Donc, les 5 thématiques de travail étaient la mise en marché de proximité, le soutien à l'entrepreneuriat, la relève et l'établissement, les acteurs du système alimentaire, les filières traditionnelles et sylviculture et activités complémentaires à la ferme. Donc, on a fait travailler les gens sur les enjeux qui étaient présents dans le précédent PDZA et les enjeux qui étaient ressortis lors de la première consultation pour voir lesquels qui parlaient le plus. Puis après ça, on a tout remis ça ensemble. Puis les enjeux qui sont vraiment ressortis comme prioritaires et actuels, on a vraiment le potentiel agrotouristique qui est pas à son maximum de développement dans le secteur sherbrookois. On a aussi tout ce qui est la notion de, oui, les gens veulent acheter locaux, c'est ressorti, mais d'un autre côté, les gens connaissent mal leurs produits, ils ne sont pas sensibilisés à l'importance, au coût derrière qui se cache. Donc, il y a vraiment une sensibilisation de la population à local et au développement des circuits courts. On trouvait qu'entre les producteurs, on trouvait qu'il y avait encore peu de mutualisation des ressources, certains besoins communs qui pourraient être mutualisés, donc plus effectifs en temps de coûts et de temps sur le terrain. Bien sûr, ça ressort à la grandeur du Québec. Il ne faut pas le prendre juste pour Sherbrooke. La réglementation municipale complexe et lourdeur administrative pour certains enjeux de permis et de réglementation sur le terrain. Notamment en foresterie. Notamment en foresterie, on va en reparler. On a des représentants avec nous aujourd'hui. Quand on parlait de mutualisation, il y avait Oui. quand même plusieurs axes. Il y avait ces mutualisations pour le transport aussi, mais Oui, en fait, c'est toute la chaîne de production. En fait, en ce moment, on se rend compte que si on veut une agriculture à échelle plus humaine, de proximité, c'est difficile que ces gens-là puissent avoir leur flotte de camions, puissent avoir leur centre de conditionnement, de tri. Donc, c'est pas juste en Estrie que cette réflexion-là, c'est à la grandeur du Québec, c'est comment se mettre ensemble pour pouvoir travailler. Moi, je donne toujours l'exemple, à Montérégie, je travaille à côté des plus gros producteurs maraîchers du Québec. Mais ils ont des entrepôts en commun, ils ont des lignes de transport en commun. Donc, c'est vraiment cette logistique-là, comment on peut se mettre ensemble. Je pense que vous avez déjà un bon exemple avec les bio-locaux, là, si je ne me trompe pas, qui ont fait 20 fermes, qui ont fait des paniers d'hiver, qui se sont mis ensemble. Donc, au lieu de chacun produire, chacun emballer, en fait, une route de distribution, mais un peu ce genre d'initiative-là qu'on pourrait soutenir en lien avec cet enjeu-là, effectivement. Et qui faciliterait les choses pour les producteurs, mais aussi pour les restaurateurs qui ont besoin de savoir où aller chercher les choses, puis qui ne veulent pas devoir faire affaire avec 5 ou 6 producteurs différents. Donc, en mettant tout en commun, ils ont un fournisseur, puis donc c'est quand même Exactement. un projet. C'est de donner cet appui-là à la chaîne logistique que chaque producteur individuellement ne peut pas faire par lui-même. Là. Exact. Ça vient, on vient au prochain. Là. On a le deuxième ici que vous voyez, c'est grand besoin de réseautage entre les acteurs du milieu. Pour permettre tous ces maillages-là, ce soutien-là collectif, ça prend un meilleur maillage puis une meilleure connaissance de tous les acteurs du milieu. C'est quand même surprenant, même un secteur aussi petit que celui agricole, où qui a quand même peu de gens en interaction. Les gens ne se connaissent pas toutes les opportunités, ne connaissent pas tous les personnes en place. Donc, il y a ce besoin-là. Bien sûr, ce qui revient partout au Québec, c'est la méconnaissance des enjeux agricoles par la population qui fait qu'on a une faible valorisation du travail des agriculteurs et agricultrices.
Il y a aussi le besoin d'appui pour l'établissement de la relève et du transfert d'entreprise. On le sait, là, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à la terre aujourd'hui à cause des prix. Donc, c'est de réfléchir à des nouveaux modèles, des appuis. On va l'expliquer plus tard. On comprend que la ville de Sherbrooke, comme n'importe quelle entité municipale, a ses limites dans ce qu'elle peut faire. Il y a des choses qui relèvent plus du provincial, mais au niveau des enjeux, on ne s'est pas limité. C'est important d'entendre ce que les gens ont à dire. Puis, il y a des choses qu'on pourra pouvoir adresser directement dans notre plan d'action, puis d'autres non. Mais on l'a expliqué là, dans le document qui vous a été présenté. Bien sûr, la faible rentabilité des entreprises agricoles au niveau de l'investissement, c'est extrêmement difficile. Ça prend plus que 10 d'actifs pour pouvoir générer $1 de revenu en agricole. Là. Ce qui est dans les autres acteurs du milieu financier, on est plus à 2-3. C'est beaucoup d'investissements, beaucoup de dettes. Exactement. De la dette et la rentabilité n'est pas Fait spéciale. qu'à sa mesure, la ville pourra aider à ce point-là. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui touche l'ensemble des secteurs québécois, mais encore de plein fouet l'agriculture qui ne peut pas se mécaniser à outrance non plus pour certaines activités. Le développement des potentiels en agrotransformation. On a quand même il y a de l'agrotransformation, c'est de la transformation directement à la ferme, mais il y a aussi de la transformation par des transformateurs à Sherbrooke. Puis on aurait un intérêt à les mailler avec des producteurs estriens, donc ça pourrait être intéressant. Ce qui est ressorti de nouveau, bien sûr, l'accès à la ressource eau dans un contexte de changement climatique. C'est l'enjeu majeur en agricole en lien avec les changements climatiques. Donc, on a déjà des producteurs maraîchers qui nous ont dit qu'il y avait de la misère à s'approvisionner avec leur puits actuellement. Donc, ça devient complexe pour le futur. L'abreuvement des animaux, l'irrigation, ça va être un enjeu, mais qui va être provincial, on s'entend. Et bien sûr, l'accès à la terre et ça a des avantages d'être proche d'une grande ville, mais ça a certains inconvénients comme la cohabitation. Des gens on nous a parlé de routes de vélo improvisées dans le milieu des champs, des pique-niques improvisés. Donc, peut-être on veut que les gens viennent nous voir en campagne. C'est le message qu'on s'est dit, mais on aimerait ça que ça se fasse dans le respect de la propriété privée. Donc, mieux comprendre et sensibiliser la population à ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment les enjeux prioritaires, mais qui, à l'exception de celui qui est sur les changements climatiques, se retrouvait déjà dans votre premier PDZA. Dans le fond, on a juste fait une priorisation de ces enjeux-là là, pour le travail qu'on a fait ensemble. Donc, pour le plan d'action, ce qu'on a demandé au Forum 2 aussi, c'est aux gens, une fois que vous avez identifié vos 5 enjeux prioritaires, énumérez-nous les pistes de solutions. Donc, on a eu 98 pistes de solutions qui ont émergé de ce travail-là. À ce moment-là, vous comprendrez que c'était des idées, des choses qui existaient. Fait que notre travail à l'équipe, à nous, c'est de tout mettre ça en cohérence, de faire un tri aussi, parce que le travail qui a été fait, je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est de savoir justement quel est notre rôle comme ville pour ne pas s'éparpiller dans nos actions et dans notre réponse aux enjeux du milieu. Là. Donc, c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Dans le fond, comment on a travaillé, puis que je travaille depuis quelques années, c'est vraiment, je travaille en fonction de ce qu'on appelle des projets porteurs, en lien avec des objectifs stratégiques identifiés, des enjeux identifiés. Dans notre cas, on n'a pas d'objectifs stratégiques, mais c'est nos éléments de valeur que je vous ai montrés et de vision qui vont servir d'axe stratégique. C'est quoi un projet porteur? C'est un projet qui est plus d'envergure, qui permet d'adresser différents enjeux, qui permet de mailler différents acteurs du milieu. Donc, on ne travaille plus en liste d'épicerie. En arrière de ces chantiers-là, on a différents moyens d'action. On a des listes d'épicerie, mais ce n'est pas ça qu'on met de l'avant quand on travaille ensemble. Ça va être le travail à Marie-France et son équipe de gérer ces listes d'épicerie-là, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va appeler les gens à collaborer avec nous. C'est un peu plus motivant. Puis c'est composé de plusieurs moyens d'action. C'est la prochaine. Puis ces moyens d'action-là, on en a mis, là. Vous avez vu dans les fiches projet, on en a peut-être en 4 et 8 par projet porteur, mais c'est ce qu'on pense aujourd'hui qui est le mieux pour l'agriculture de Sherbrooke. Mais ça se peut que dans 3 ans, il y en a qu'on finalement on a décidé de mettre de côté, il y en a qu'on a décidé de mettre de l'avant, il y en a qui vont se rajouter. Puis c'est à l'équipe de projet de bien documenter pourquoi on en a rejeté, pourquoi on en a mis d'autres. Donc, ça nous donne une certaine liberté de s'adapter. L'important, nous, ce qu'on veut, c'est que nos projets porteurs, dans un horizon de 10 ans, soient encore pertinents. Mais toutes les actions qui sous-tendent ça, on s'ajuste. Donc, on est plus agile, on travaille plus en commun, puis ça nous permet de saisir les opportunités directement au lieu de s'être canné pendant 5 ans sur un plan d'action qui est très riche. Donc, c'est la philosophie qu'on vous propose dans notre document de travail. Comment on est passé des pistes de solutions à des projets porteurs? Justement, c'est quoi nos prérogatives? C'est quoi nos moyens d'action comme gouvernance, gouvernement de proximité? Moi, c'est un travail que je fais depuis 4-5 ans avec les villes et les MRC.
On a toujours le goût de régler tous les problèmes de la terre. Puis il y en a beaucoup en agriculture. Puis les gens, parce que vous êtes le dernier rempart face à certaines politiques publiques provinciales qui ont plus de difficultés à atteindre le terrain, ben, les gens se jettent sur vous. Là, fait que moi, je dis tout le temps, ben, on va prendre un pas de recul, on va dire aux gens, vos idées sont bonnes, mais qu'est-ce que nous, comme ville, on peut faire pour avoir un impact d'ici 5 ans et pas juste avoir fait des comités de travail puis qu'on ne sait pas trop ce qu'on a fait? Ben, c'est la réflexion qu'on a eue avec les partenaires et les gens du comité. Donc, c'est quoi qui devait être notre degré d'implication dans ces projets? Parce que vous avez déjà une entente sectorielle en Estrie sur des projets agricoles qui est en pleine ébullition. En ce moment, c'est un super beau modèle. Donc, on l'a expliqué dans le texte. Les choses qui vont relever du régional, on va les laisser au régional. On va y participer, mais dans une moindre mesure. Donc, les projets qu'on vous présente dans le plan d'action, c'est des projets que la Ville a les deux mains sur le volant, pour reprendre l'expression d'un ancien premier ministre qui venait de la Ville. Et aussi, qu'est-ce qui relève du local, du régional et du provincial. Donc, on espère que ça va transparaître dans ce qu'on vous a présenté. Donc, en février 2024, on a tenu le Forum 3. Là, on a vraiment travaillé dans les projets porteurs. On a préparé des scénarios de travail avec l'équipe projet qu'on a présenté aux gens. Encore une fois, chaque étape avait 1 à 2 projets à travailler. Puis, on travaillait sous la forme du business model Canva. Donc, un peu, OK, on a un projet, mais comment on le fait atterrir sur le terrain? C'est qui nos partenaires? C'est quoi les étapes préalables? C'est quoi les moyens d'action qu'on va mettre en œuvre? Comment on va communiquer avec les gens? Puis à partir de ce travail-là, ben, on a bâti les fiches projets que vous voyez dans le rapport. J'aimerais ça ajouter quelque chose. À cette étape-là, Samuel m'a dit, mais en France, là, c'est le temps de rapprocher les gens de la ville de Sherbrooke parce qu'on va co-construire avec eux des projets qui s'en viennent. Fait qu'à ce moment-là, j'ai invité pour chacun des thèmes, des services, puis j'ai eu un très beau taux de participation. Fait que j'ai eu, il me semble que j'ai eu 7 à 10 personnes de la ville, de différents services qui ont collaboré à ce forum-là, puis j'ai trouvé la démarche très intéressante. Je suis près d'eux dès le mois de février. Je me suis rapprochée d'eux pour l'implantation dès l'automne. Donc, je vous présente aujourd'hui, en gros, les projets et leurs objectifs. Puis après, ben, on pourra passer à la période de questions. Il y a il y a 2 projets qui ont changé de nom suite au travail qu'on a fait avec le comité. Donc, le projet 1 s'appelle maintenant Image de marque agricole et forestière de Sherbrooke, et forestier ou forestière. Donc, ce qu'on veut, c'est développer et déployer une identité pour l'agriculture et la foresterie sherbrookoise. Donc, nos objectifs, c'est une meilleure cohabitation des usages et des usagers sur le territoire agricole et forestier, une population sherbrookoise plus éduquée sur les réalités du monde agricole et forestier, et développement harmonieux des entreprises agricoles. Donc, vous avez vu dans les moyens d'action, on a une pléthore d'actions sur comment rapprocher, sensibiliser, atteindre le public sur les différentes réalités de ce qui se passe au niveau de la foresterie et l'agriculture sur le territoire sherbrookois. Le deuxième projet a aussi changé de nom. Donc, on avait sorti avec 2 hubs, ça mélangeait tout le monde. On s'est demandé est-ce qu'on les met ensemble ou pas. Puis finalement, avec notre superbe comité de travail, on est venu que on a gardé le hub pour le projet 3, mais que le projet 2 ressemblait plus à un carrefour entrepreneurial agro. Donc, c'est vraiment d'où c'est parti. Ça, c'est que, ben, en plus, ça tombe bien, vous avez le nouveau QG. Pardon? Oui, c'est ça, parce que ça, c'est la présentation qu'on n'a pas pu changer à cause du système qu'il faut mettre les choses d'avance. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais effectivement, vous avez raison, on va le modifier. Dans le rapport, normalement, ça devrait être modifié. C'est ça, dans le fond, ben, vous avez le QG, vous avez beaucoup des villes, les avantages, c'est que vous avez des gros départements de développement économique avec des belles ressources à l'intérieur, mais souvent qui sont méconnus. Tu sais, le monde agricole, on fait souvent notre chemin à côté avec des choses parallèles, mais ce qu'on veut, c'est rapprocher tout le monde, la notion de guichet unique, d'appeler, d'être un lieu de partage. Puis ce qui a été rajouté avec le Forum 4, qu'on n'avait pas vu venir dans les premières présentations, c'est vraiment tout ce qui est la notion de santé mentale. Donc, faire le lien avec les travailleuses de rang de l'Estrie, avoir un lieu d'accueil, autant pour les entrepreneurs, mais entrepreneurs agricoles, puis qui sachent qu'ils sont les bienvenus dans ce lieu-là pour qu'on puisse les accompagner. Puis même, on ne l'a pas mis parce qu'on ne voulait pas
préjugés de ça dans le futur. On va commencer à Sherbrooke, mais il y avait une notion aussi de dire est-ce qu'on peut avoir des ressources régionales attitrées au développement économique agro, parce que chaque MRC ne peut pas avoir son développement économique agro, mais avoir 1, 2 ou 3 ressources dans toute l'Estrie qui pourraient, un peu comme on a fait avec l'initiative Artère à l'époque ou les travailleuses de rang. Donc, on va commencer par le travailler à l'interne à Sherbrooke, puis si l'idée plaît, ben, on verra plus tard. Mais on a décidé de ne pas s'avancer sur le régional pour l'instant. L'autre, qui est resté un homme, parce que la définition, on a tout retravaillé nos définitions de la langue française avec le comité, bien, qui est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de mise en commun. Donc, c'est le hub des savoirs et des infrastructures. Je pense que la rencontre entre les producteurs et productrices agricoles puis les gens des institutions du savoir a été très, très intéressante et a allumé beaucoup de lumière pour beaucoup de gens lors du Forum 3. Puis les gens sont sortis vraiment sur l'idée de partenariat. Donc, on veut partir ça avec ce hub-là. Donc, c'est vraiment de maintenir et de créer le lien avec les institutions de savoir présentes sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Le hub va permettre le transfert de connaissances, le partage d'infrastructures au bénéfice du milieu agricole et même de ressources. Il y en a qui ont des serres, il y en a qui ont des terres agricoles qui ne sont pas utilisées, il y en a qui ont des projets comme Bishop pour de l'agriculture durable. Donc, c'est de savoir qui fait quoi, puis au bénéfice de qui. Puis il y a même des fermes qui sont prêtes à accueillir des projets de recherche, qui ne savaient même pas qu'il y avait des projets de recherche agricole à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est super intéressant pour ça. J'aimerais ajouter que dans la dernière année, j'avais des demandes du côté d'Agriculture Canada. J'avais des demandes de l'Université de Sherbrooke qui voulaient toutes les deux se rapprocher du secteur agroalimentaire. Fait que le timing était bon. Les producteurs ont entendu ça, ils ont participé aux discussions. Puis d'ailleurs, le 30 mai prochain, à l'Université de Sherbrooke, il y a une première. C'est organisé par l'Institut bioalimentaire de l'Estrie. C'est un lieu justement où ça va parler d'agriculture et de savoir et d'innovation. Fait qu'il y a une journée qui se prépare. Je ne suis pas la porteuse, je vais y être avec des grandes oreilles, mais sachez que c'est exactement ça qu'on veut développer nous aussi à Sherbrooke. Puis ça, c'est déjà su, il était là. La journée qu'on a écrit cette action-là, il était là, puis il y avait déjà ça dans les cartons. Fait que ça va bouger rapidement, celui-là. Merci de la précision. L'objectif, c'est d'accélérer le développement des entreprises agroalimentaires par le transfert de connaissances et faciliter la diversification et une meilleure rentabilité des entreprises agroalimentaires par des infrastructures mutualisées. Et si je peux me permettre, Oui. dans l'ancien PDZA, il y avait justement un des objectifs qui était là-dessus, de promouvoir les bonnes pratiques, etc. Sauf que ça relevait pas vraiment du municipal. Il y a d'autres acteurs qui jouent ça, mais là où nous, on peut intervenir, c'est des facilitateurs, de mettre les gens en lien. Et donc, il y a cette journée-là qui va se faire. On pensait peut-être, nous, être à l'initiative de ça. Finalement, ça se fait tout seul. Tant mieux, on aime ça. Mais donc, comme ville, on peut avoir une action, mais on n'est pas des agronomes non plus, sauf Samuel. Mais nous, c'est surévalué, les agronomes. Mais c'est ça, juste pour revenir aux 3, dans le fond, les moyens d'action, c'est ça, les gens parlaient d'un forum annuel pour faire rencontrer les gens, de bien connaître les besoins, de bien connaître les infrastructures disponibles. Donc, c'est vraiment un début. Puis, comme Christelle l'a dit, je pense que c'est plus dans le rôle d'une ville de ça que de modifier les pratiques agricoles, qui est le rôle justement de ces institutions-là. Mais la mise en... Moi, je dis tout le temps, les gens des PDZA devraient être des créateurs de liens. Puis de voir qu'est-ce que ce lien va donner là. Puis une fois que ce lien est créé là, de le stimuler avec des actions concrètes. Je pense que c'est vraiment la plus-value qu'une ville. Une ville ne peut pas prendre la place du gouvernement du Québec pour la relève, pour des fonds énormes pour investir dans les fermes. Mais ça, ce travail-là, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez apporter une plus-value pour les entrepreneuses agricoles. Quand on dit ville ici, il ne faut pas oublier que c'est ville MRC. Merci. Parce que c'est vraiment un mandat MRC. Ailleurs, Mm. quand nos amis des autres MRC qui ne sont pas des villes, mais un regroupement de plusieurs villes, mais c'est vraiment au niveau de la MRC qu'un PDZA se travaille. Donc, nous, on a les deux chapeaux. Si. Le 4e projet, il est assez simple, ça le dit lui-même, mise en marché, transformation de proximité. Donc, c'est vraiment toute proximité, on l'entend, la définition, c'est vraiment dans une notion de
proche au niveau kilomètre. Donc, il n'y a pas de notion précise, c'est du 50-100, mais on comprend qu'on veut se rapprocher de notre noyau sherbrookois et de notre agriculture sherbrookoise en lien avec les acteurs de l'Estrie. Donc, c'est mettre en place diverses actions pour favoriser la mise en marché, la transformation de proximité. Déjà, juste, on a certains ajustements de normes pour permettre la vente de rue de certains kiosques de légumes temporaires, certains maraîchers qui ont de la difficulté à cause des demandes de permis. Ça peut être aussi simple que ça, mais ça change la vie des gens. Il y a toute la notion de votre marché public de la gare, de le dynamiser, d'aller plus loin, de faire une réflexion autour de ça. C'est ressorti, c'est un des moyens d'action qui va être mis là-dessus. Faire des rencontres annuelles ou biannuelles entre les transformateurs, les restaurateurs sherbrookois et les agriculteurs, agricultrices de l'Estrie. Donc, les objectifs, c'est vraiment faciliter, augmenter l'achat de produits issus de l'agriculture locale, puis favoriser l'entreprise to entreprise et les entreprises avec les consommateurs, donc ce qu'on appelle dans le jargon le B2B et B2C. Le projet numéro 5, accès à la terre et maintien des superficies cultivées et sous aménagement forestier. On a quand même mis, pas un bémol, mais un astérix à ce projet-là parce qu'on comprend que l'accès à la terre, le coût des terres, la propriété, c'est quelque chose qui est hors des actions d'une ville sur plusieurs aspects, mais on a rattrapé ça sur les aspects qu'on pouvait. Il y a vraiment la notion de tout ce que l'abandon de certaines terres qui sont achetées par des villégiateurs ou des gens qui ne sont pas d'agriculture, donc une taxation spéciale pour ça, une rétribution spéciale. La ville de Laval là, est en train de le mettre en place. Là, ils vont charger jusqu'à 1 000 l'hectare pour des terres qui ne sont pas en culture, donc ça va plus loin qu'une taxe, une redevance qui est retournée pour des projets agricoles. Au niveau forestier, on souhaite l'aménagement forestier, l'aménagement durable, donc on parlait de taxation dynamique pour baisser certains taux de taxation, exemple, pour des gens qui vont prouver qu'ils ont fait des aménagements forestiers, donc qui entretiennent la forêt. Puis certains avoir cette réflexion-là estrienne sur les incubateurs, les motels agricoles. Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir un à Sherbrooke, mais de réfléchir dans ce réseau-là, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la relève ou les projets d'établissement en agriculture. Donc, ce qu'on veut, diminuer les superficies en friche. Ça, je pense qu'il y a un projet estrien qui s'en vient là-dessus de toute façon. Favoriser l'aménagement durable des forêts et des boisés sherbrookois, faciliter l'accès à la terre pour la relève, augmenter les superficies forestières avec un plan d'aménagement forestier. Il fallait que je finisse la phrase. C'est important. J'ajouterais que ça, on est en train de le faire. Pendant ce temps-là, il y a des MRC qui ont déjà révisé leur PDZA, puis il y a eu une entente sectorielle avec un appel de projet dernièrement. Puis il y a 6 projets qui vont lever à l'échelle régionale puis qui vont toucher des actions du PDZA de Sherbrooke. Fait qu'il y a comme exemple, les friches, là, c'est un projet qui va être porté à l'échelle régionale. On contribue un petit peu en temps et en argent, mais on se dote d'un outil où sont les terres abandonnées puis sous-utilisées. Fait que sachez que pendant qu'on écrivait notre plan d'action, on voit des actions qui vont partir avant même qu'on ait fini de l'adopter. Ce qui est vraiment intéressant, bioalimentaire, ça va de plus en plus ressortir parce que Samuel, il a une vision provinciale, mais aussi il a travaillé sur 3 territoires en Estrie, puis il les voit. Les enjeux sont semblables de un à l'autre, fait qu'on a avantage à les travailler ensemble. Oui, puis il y a une belle dynamique régionale, là, donc c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs projets qui sont régionalisés, donc c'est une mutualisation, c'est vraiment intéressant. Avant de continuer, il y a Mme Louz qui avait levé la main. Ah, OK, Il d'accord. me reste un Parfait. projet, puis les questions vont être à vous. Parfait. Donc, le dernier, réglementation, agriculture et foresterie. Donc, mettre en place diverses initiatives pour que la réglementation municipale en place permette le développement harmonieux des entreprises agricoles et forestières. On s'est rendu compte dans les discussions qu'au niveau agricole, la discussion est déjà là. Il y a certaines améliorations à faire. Et du côté forestier, le travail est plus à faire en amont. Donc, la discussion n'est peut-être pas assez entamée encore. Donc, M. Boutin pourra en parler tout à l'heure s'il intervient, mais c'est vraiment... Mais il y a un souhait de la Ville, on l'a senti dans les discussions. Je pense que c'est peut-être juste de rétablir ou d'établir ces premiers canaux de communication-là, surtout pour tout ce qui touche la coupe forestière, là, qui a pas encore... c'est pas encore clair. C'est couper un arbre dans sa cour puis faire de l'abattage en forêt, c'est pas la même chose, mais les règlements, on a vu qu'il y a des choses. Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais c'est un exemple de projet qu'on veut travailler avec des tables sectorielles pour éviter ces enjeux-là pour un développement harmonieux du secteur. Là.
Il me reste juste les objectifs. Bon, ben, c'est une meilleure cohabitation des usages et usagers sur le territoire, le développement harmonieux des entreprises agricoles et forestières, le développement d'une mise en marché locale, agroalimentaire répondant aux besoins des consommateurs. En fait, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il est dans le projet 6, là, d'essayer de trouver des solutions pour les kiosques temporaires là, pour la vente de légumes ou de fruits locaux durant la saison estivale. J'en parle assez souvent. Juste pour compléter, vous m'aviez déjà posé des questions sur le plan nature à la dernière fois que j'étais venue ici. Sachez que j'ai ouvert la discussion et en ce moment, il y a une consultation avec les forestiers qui se préparent. J'ai été consultée avant l'envoi de l'invitation, fait que c'est très clair qu'en ce moment, les forestiers ont besoin d'être entendus dans leur réalité et on s'assure d'avoir une communication avec le plan nature. Puis, tout autre sujet qui touche l'agricole, je m'assure de créer un lien avec les bonnes personnes à l'interne. Maintenant que je suis avec vous. Oui, puisque tu passais de Entreprendre Sherbrooke au service de développement économique. Ça fait le tour. Dans le fond, on a terminé les consultations, comme on l'a dit, c'est très intéressant à la cabane à sucre. Donc, on a eu une partie de tir, on a pu goûter à certains produits de l'érable. Dans le fond, de ce dernier forum-là. Popcorn Oui, popcorn à l'érable et oreille de Chris, comme on dit. Donc, Forum 4, on a vraiment fait, chacun des projets était affiché au mur avec un espace commentaire. Puis les gens tournaient en rotation avec. À Sherbrooke, on a des animatrices expertes là, qui nous suivent depuis le début de la démarche, donc qui ont animé ça de main de maître. On en a quelques-unes ici dans la salle aujourd'hui. Je les remercie. Donc, on a recueilli presque 200. C'est surtout des commentaires, je vous dirais. Les gens n'ont pas. Il n'y a aucun projet qui s'est fait dire qu'il n'était pas bon, mais exemple, on dit ben, faites attention de ne pas dédoubler le travail qui est déjà fait. Pouvez-vous donner tel axe au projet? Ils nous suggéraient d'autres partenaires. Donc, c'était vraiment très constructif. Ça a bien élevé. Les trentaines de personnes qui étaient là ont vraiment participé à l'effort. J'ai été extrêmement et agréablement surpris. Donc, ça a clos. Par la suite, le comité avait déjà eu une première version du rapport. On a fait les changements nécessaires à ce moment-là. Puis, à partir de là, ben, il reste vos commentaires ajoutés, puis on va s'en aller vers un rapport final. On a fait voter les gens sur les projets. Là, j'avoue qu'on ne l'a pas changé, mais ceux qui ont reçu le plus de votes, en fait, c'est vraiment tout ce qui touche à l'image de marque, le hub des savoirs et des infrastructures et la mise en marché et la transformation de proximité. Comme on dit, ça ne change rien dans le cœur qu'on va mettre dans tous les projets, mais c'est toujours intéressant de faire ressortir ça là, quand on fait un travail final, là, de voir un peu qu'est-ce qui allume les gens pour une mise en place des actions du PDZA. Mais merci beaucoup pour votre écoute, puis on est tout oui pour les questions et commentaires. Ben, merci beaucoup. Effectivement, ce qui était important dans tout ce processus-là, c'était d'écouter les producteurs. Donc, on s'est assuré d'avoir une bonne représentation. Puis ça, Marie-France, bravo pour ce travail-là. D'avoir une bonne représentation des producteurs, transformateurs, forestiers, pour justement entendre, et c'était important d'entendre ce qui était important pour eux, notamment. Avant de passer aux questions, parce que il y a Geneviève Laroche qui est arrivée en cours de route, que je n'ai pas saluée encore, qui fait partie du comité de suivi du PDZA. Donc avec nos autres invités. Et j'avais le goût de vous donner la parole d'abord à vous si vous vouliez ajouter un commentaire sur le processus, sur n'importe quoi. Ben, tu peux y aller après. Ben, écoute, je ne prendrai pas un grand temps, là, mais je vais faire du pouce sur ce que vous dites, Mme Lefebvre. Là, mais pour moi, au départ, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on fait un nouveau PDZA, puis on recommence. Au début, plus ça aurait été des mois et des mois, mais plus sur le portrait, la technicalité. Là, on est allé vraiment au cœur, ces 4 forums-là, où on a pu s'asseoir avec les gens, puis vraiment entendre les besoins et juste venir ajuster, donc pas perdre trop de temps dans refaire l'ensemble d'un gros document qui, ultimement, c'est pas ça qu'on veut.
veut. Là, on veut pouvoir agir puis se donner des actions concrètes. Puis là, c'est ce que j'ai senti qu'on a fait dans la démarche, vraiment être à l'écoute, entendre les différents, s'ajuster puis aller vraiment au cœur de ce qu'on veut faire comme action, les repréciser. Fait que pour moi, ça a été vraiment une belle démarche, super intéressante. Pas que le PDZA j'avais participé en tant qu'organisme à l'époque, là, c'était aussi intéressant, mais je pense que là, on était plus dans. Puis je pense que le comité va aussi le partager. On a envie que ça bouge, on a envie d'être en action, puis je trouve que ça reflète bien les discussions qu'on a eues. Oui, puis il faut dire aussi que depuis 2017, mais la ville a quand même développé un peu de connaissances, d'expertise. Puis je le disais en 2016, quand les consultations ont commencé, parce que moi j'ai fait partie aussi des consultations, je le disais, on sait que la ville avait oublié qu'elle avait une zone agricole. Elle ne s'en rendait pas compte. Donc là, ça avait quand même beaucoup évolué. Donc on va un peu plus loin. Et honnêtement, tu sais, on avait parlé d'une mise à jour. Moi, je pensais que ça allait être léger. Finalement, le processus a super bien été, mais ça a été vraiment plus loin que ce que moi, je pensais au départ. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de ce processus-là. Est-ce que Denis ou Valérie, vous pouvez vous approcher, puis il y a un micro. Oui, tu peux t'asseoir là ou. Ah, Là, il est bloqué. Celui j'ai pogné à la twist. En fait, moi, dans le fond, je représente l'UPA Estrie. Puis, ce qui est important, puis je pense que ça a vraiment été répondu, c'est que on a une belle variété de production sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Puis, chacune de ces types de production-là a bien été représentée et aussi entendue. Puis, c'est ce que je voulais souligner là, concernant la démarche PDZA. D'ailleurs, je travaille sur 2 PDZA. Dans les 2 cas, généralement, ça a bien été répondu, mais je trouve que ça a été très bien fait là, à la ville de Sherbrooke. ben, merci. Puis effectivement, Valérie a une certaine expérience des processus de PDZA. Et d'animation, Et n'est-ce pas? d'animation aussi, oui, c'était une de nos animatrices avec Geneviève, Bianca, moi et Ariel aussi a participé, je pense, à un moment donné. Et en tout cas, mais c'est ça ce qui était intéressant aussi, c'est que tu pouvais nous ramener aussi des choses de ce qui se passait dans les autres MRC. Donc ça, c'est toujours bien intéressant. Monsieur Boutin, il faut appuyer qu'il y ait une petite lumière bleue qui s'allume. Ah oui, OK, comme ça. Voilà. Bon, merci. Pour moi, c'était super important de m'impliquer dans cette nouvelle version du PDZA. Je crois que la foresterie avait été oubliée ou mis un peu de côté lors du premier. On avait fait référence lors de la visite en autobus il y a 2 ans, chez Kenny était là, etc. Donc, la foresterie avait été mis un peu de côté. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelait l'agriculture et la forêt à Sherbrooke et non pas la foresterie. Donc, je vais prendre un exemple de ce matin, quand je vois qu'un gros bâtiment de béton sur la rue Wellington Sud veut être recouvert d'aluminium, donc de la bauxite qui vient de l'Amérique du Sud et qui est transformé au Québec. On parle d'énergie, on parle d'énergie qu'on va manquer au Québec pour transformer, pour vivre ou quoi que ce soit. Quand on peut prendre du bois issu du territoire sherbrookois, estrien, québécois, pour faire un parement, ben moi, je suis obligé de le ramener ici aujourd'hui. Je suis désolé, ça fait quelques heures que je l'ai lu, puis ça me fait mal. Ça fait 8 heures que je pleure. Là. Donc, la foresterie a très mauvaise presse et pourtant, c'est la réponse facile, c'est ben oui, continuer à construire en acier puis en béton. L'empreinte écologique, c'est pas grave. T'sais. Le bois est ici. On rase pas des forêts à Sherbrooke, on rase pas des forêts dans le sud du Québec. C'est de la foresterie durable qu'on fait. Donc, je pousse fort, fort, fort. Mes collègues du PDZA m'ont entendu souvent et je continue encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. On va continuer à pousser fort. Et je dois dire que Denis a participé aussi au plan nature. Oui, effectivement. Et il y avait toujours le souci de se dire à quoi je sers, est-ce que c'est utile? Mais non, je pense que tu as été entendu dans tout ça. J'espère que tu le ressens. Merci. Parfait. Alors, il y a des mains levées. Je vais voir dans quel ordre. Fernanda, Madame Luce.
Bon, d'abord, je voulais dire que j'étais très jalouse de mes collègues parce que tous les forums se sont passés le mercredi, alors que je suis en comité exécutif. J'ai pas pu participer, mais j'ai entendu parler là, que c'était vraiment intéressant. Et là, je vois ça. Je pense que quand vous êtes venu la première fois, j'avais dit que j'étais super enthousiaste de voir un processus comme ça, justement, là, de permettre que ça émerge du milieu. Moi, je crois beaucoup à ça, puis souvent, c'est ça que ça marche, là, finalement, de faire un plan d'action et, si ça correspond pas aux besoins des gens qui sont là, qui sont les plus intéressés, ben ça sert pas à grand-chose. Puis en partant, ben tout ça a été construit avec eux, fait que c'est sûr que le plan d'action, même une des actions, il y a déjà quelqu'un qui a pris tout ça. Fait que moi, je pense que c'est super positif. Félicitations, je suis contente que Sherbrooke a pu prendre le leadership de faire un projet comme ça. Je suis super contente, Marie-France, que tu sois maintenant à la ville de Sherbrooke. Et puis justement, moi, j'essaie de comprendre un peu dans tout ça, j'imagine que c'est toi qui vas comme faire marcher le plan d'action. Oui, C'est toi la responsable de. Je vais être la responsable de la mise en œuvre. Fait que les 6 projets porteurs vont être on va être devant moi toutes les 5 ans, puis on va prendre les actions actuelles, puis on va les ajuster, on va en prendre des nouvelles, on va retirer, puis je vais faire ça avec des comités de travail qu'on va développer là sous peu. Je vais travailler ça avec les partenaires du terrain proche. Je vais être une actrice sur le terrain, mais aussi je vais veiller à ce que ça avance par moi ou par d'autres. Parce que là, il y en a beaucoup. Je vais devoir déléguer, mais il y a plein de monde qui vont. Ça se travaille en ce moment à plusieurs. C'était ça un peu mon point. J'imagine que c'est ça aussi, finalement, le rôle de la ville, là. On peut aussi faire, admettons, accompagner les gens ou être des partenaires. C'est beaucoup ressorti là, dans les nouvelles actions, là, cette espèce de maillage là. Fait que je pense que vraiment, c'est super d'actualité comment ça se passe. Fait que ça, c'est bien, je suis contente. J'ai entendu tantôt, quand on parlait du Forum 2, je pense. Puis après, je vais revenir sur ce que le monsieur vient de dire. C'est super intéressant. Mais, fait que c'est ça. Pour le Forum 2, on avait parlé quand même des enjeux. Puis un des enjeux là, qu'on avait parlé, c'était quelque chose qu'on ne tenait pas compte nécessairement avant, ce sont les changements climatiques, le réchauffement. Et puis là, je pense que vous aviez dit, mais ça, on est conscient que c'est pas un problème de la ville, c'est provincial. Et là, je voulais peut-être juste. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure, mais en fait, c'est sûr que ça va toucher la ville de Sherbrooke, ça va toucher tout le monde, les changements climatiques. Mais dans le document, ce qu'on dit, c'est qu'on réfère au niveau régional pour la mise en place d'actions parce que tout ce qui est l'adaptation au changement climatique, on touche à ce qu'on parlait tout à l'heure, aux techniques agricoles. Il faut changer nos modèles agricoles, nos façons de faire. Puis, une ville est mal outillée pour le faire elle-même, mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a déjà des clubs conseils en agro-environnement qui engagent des agronomes. On a les organismes bassins versants. Via le SD, il y a d'autres projets régionaux qui vont se mettre en place. Fait que ce que la ville veut, avec le comité, ça sera à vous de décider, mais c'est vraiment d'appuyer ces projets-là et de les soutenir. Puis c'est sûr que s'il y a un enjeu spécifique d'approvisionnement en eau, en eau sur un secteur que la ville peut aider par un aqueduc ou un accès à un aqueduc ou autre. Je suppute sur des choses que je ne connais pas, mais si ça devient du côté de la ville va le reprendre. Mais de prime abord, on trouvait ça hasardeux au niveau de changement climatique et agriculture que la ville de Sherbrooke le prenne en charge parce que c'est très, très technique. Mais ce n'est pas un enjeu qu'on a mis de côté. C'est plus qu'on ne l'abordera pas de front dans le plan d'action. Là, je comprends mieux. C'est comment eux, ils peuvent impacter justement dans l'émission de gaz à effet de serre, etc. Le milieu agricole, ben ça, c'est vrai que c'est pas issu finalement, c'est pas finalement la ville qui va dicter une chose ou l'autre. Là, ça doit être revu ensemble. Ça, je comprends mieux. Exemple, c'est piloté par l'UPA au Québec, mais l'UPA par ce qu'on appelle l'initiative Agri-Climat. Ils ont fait avec Ouranos, qui est le gros regroupement de chercheurs québécois sur les changements climatiques, a fait des études par région administrative au Québec
pour voir où ça en allait le climat dans 50, 100 ans et quels allaient être les impacts. Ça, c'est la première phase. Presque toutes les régions du Québec ont été faites, là, Valérie pourra me le dire. Mais d'un autre côté, là, ils sont en train de former, comme chez nous, chez Pleine Terre, on a des agronomes qui ont été formés par Agri-Climat pour accompagner les entreprises dans des plans d'action au changement climatique. Où on voit le rôle de la ville, c'est de fournir des services, fournir des locaux, mailler les gens, les responsables. Si on a des réglementations municipales, exemple, à changer pour s'adapter, parce qu'il va falloir tout changer, ben, c'est comme facilitateur qu'on voyait le rôle de la ville, parce que sinon, il faudrait que vous engagiez des agronomes, mais c'est pas qu'on veut pas le... C'est pas qu'on le tasse, mais on le laisse à des gens qui le font déjà. Puis on s'assure que ça se fait sur notre territoire et qu'on va être proactif si on a besoin de nous. Non, c'est parfait. C'est juste que ça m'a fait, parce que c'est intimement lié finalement à toutes les activités de la ville de Sherbrooke, de n'importe quelle ville, là, en tant que gouvernement de proximité, là, de poser des gestes concrets pour justement diminuer l'émission de gaz à effet de serre. On va traiter là, justement à la Commission de l'environnement les plans climat. Fait que peut-être les enjeux comme ça pourraient être quand même être entendus quand on va étudier le plan climat. Je pense que c'est quand même important de savoir, qu'on puisse avoir quand même la vision plus globale. En tant que ville, c'est quoi notre rôle? Parce que c'est de notre responsabilité. Des fois, c'est ça, là, on entend, ah, ça, c'est pas nous, c'est les provinciales, mais les vrais gestes qu'on doit poser, c'est à la municipalité. On n'a pas le choix. Et puis, ce sont des gestes qui doivent être très courageux parce que souvent, ça vient avec une obligation de financement. Et c'est là où le bas blesse, là, fait que c'est plus difficile, mais il faut quand même prendre des décisions très courageuses là, politiques pour pouvoir, poser des gestes concrets. Là, on ne peut pas juste dire tout le temps que c'est provincial, là, c'est vraiment à la ville de Sherbrooke. Fait que peut-être de ramener ces points-là plus précis par rapport à l'agriculture à la commission, ça serait peut-être une bonne idée. Et En fait, si je peux me permettre, c'est ce qui est important parce qu'effectivement, il y a ce qu'on est capable de faire comme municipalité, puis il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais c'est toujours important de l'avoir en tête. L'accès à l'eau, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, mais aussi au niveau énergétique aussi. Puis, on a Hydro-Sherbrooke quand même, parce que il y a l'adaptation au changement climatique. Mais il y a toujours la lutte au changement climatique. Et là, actuellement, la culture en serre va se développer de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et là, actuellement, les agriculteurs n'ont pas toujours la possibilité de chauffer ces serres avec de l'électricité qui serait plus écologique, mais utilisent du gaz ou même du diesel. En fait, je ne sais pas trop c'est quoi, mais des énergies fossiles. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire avec Hydro-Sherbrooke peut-être pour faciliter, parce que ça prend du triphasé ou je sais pas quoi, là ça dépasse mes compétences, mais donc il y a des choses qu'on peut faire comme ville, mais il faut toujours garder ça, nos infrastructures, on en a parlé amplement. Là. Les infrastructures, l'aménagement, de façon, je sais pas, tous les actes pour favoriser justement le transfert modal, pour que les gens prennent plus de transport collectif, de Oui, mais là, on parle vélo. d'agriculteurs. Mais peu importe, de toute façon, on diminue l'émission de gaz à effet de serre dans les milieux urbains. Ça a aussi un impact. Là, on parle de gaz à effet de serre en général. C'est de ne pas oublier qu'il y a ces réalités-là qui sont particulières. Puis là, juste pour revenir à votre commentaire, justement, parce qu'en effet, j'entends ce que vous dites, là, ça avait été discuté d'ailleurs en comité exécutif, on avait posé cette question-là, on avait même demandé de consulter les départements d'environnement, parce que aussi, ce qui nous avait été présenté, c'est que l'acier, en étant un élément qui est plus durable dans le temps, finalement, c'est aussi une décision plus éco-responsable de choisir un matériel qui est plus durable. Et la réponse qu'on avait eue par rapport aussi à la question qu'on avait posée concernant les bois, si les bois, par exemple, est-ce qu'on peut garantir qu'on va utiliser les bois locaux là, pour ça? Ce qui a été répondu, c'est que les critères aussi d'appel d'offres, malheureusement, qui nous sont imposés par la loi aux villes, ne nous permettent pas de garantir que, admettons, si on décide de faire en bois, que ça va être des bois locaux. C'était quand même un point que je voulais vous ramener, que ça nous avait été expliqué en comité exécutif. Je t'autorise, vas-y, réponds.
Il y a des maisons au Québec qui ont 150 ans, qui ont un parement de cèdre, qui sont encore très, très hermétiques au niveau des intempéries. Donc, oui, du bois traité qui est maltraité en partant, ou ça dépend que c'est au phytocréosote ou quoi que ce soit, mais il y a des essences naturelles qui sont produites localement, ou à tout le moins, on va dire du Sierra occidental, donc du cèdre de l'Est du Canada, qui vient d'ici jusqu'à Terre-Neuve, peut être un très beau parement qui va durer 150 ans. Peu de dépenses énergétiques, une captation de carbone. On pourrait en débattre un petit peu, mais c'est trop facile régulièrement de dire « Ah, ben ça va être plus durable si c'est en acier », quand il faut le réfléchir un peu plus loin que ça. Puis je ne suis pas ici pour faire une thèse là-dessus, là, mais la réponse est trop facile. Puis quand je l'ai lu le matin dans la tribune, je la trouvais beaucoup trop facile. Puis le coût, oui, mais ça prend un courage, je l'ai dit tantôt, un courage des décisions, des choix. Je vous encourage à continuer aussi sur cette voie-là. Mais ce que Mme Lose voulait dire aussi, c'est que quand les projets dépassent un certain montant, comme ville, comme n'importe quel gouvernement, en fait, on est obligé d'aller en appel d'offres. C'est très, très légiféré. Et donc, on ne peut pas mettre dans les critères, ça doit être local, malheureusement. Tu sais que la traçabilité du bois est très compliquée et très, très mauvaise comparativement aux légumes, ce qui est une bonne chose. On sait qu'est-ce qu'on mange directement. Le bois est plus libre un peu. Mais c'est ça. Et on est obligé d'aller à celui qui va coûter le moins cher. Donc, ce qui ne garantit pas du tout la provenance et la qualité. Ce qui est tout à fait regrettable. Localement, oui, c'est sûr, si on prend du bois d'ébène, ça ne vient pas d'ici. Mais nous, comme ville, on est obligé d'aller à celui qui coûte moins cher. On ne peut pas mettre d'autres critères. Donc, si on allait en appel d'offres là-dessus, on n'aurait aucune garantie de savoir si c'est local et si c'est de la bonne qualité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? En fait, dans le premier PDZA, il était écrit « Élaborer une politique du matériau bois ». C'est une politique qui existe, le gouvernement se dote, puis quand il fait des appels de projet, il est obligé d'avoir une offre en bois sur la table. Puis là, il y a des critères là, pour sélectionner les projets. Ce projet-là n'a pas avancé dans la première version du PDZA et quand ça a été le temps de se dire est-ce qu'on le remet dans celui-là, là, on a pensé à politique. C'est gros des politiques. Ça a été écarté, mais ça peut revenir. Puis dans cette politique-là, ça permettait d'obliger l'option de bois. Puis là, il y avait plusieurs critères à considérer, pas juste le plus bas coût. Puis moi, pour avoir avancé ce dossier-là, j'ai senti que la résistance venait du côté de l'entretien. C'est entretenir le bois. Puis là, moi, quand je l'ai lu, l'article dans la tribune, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre. Parce que là, vous avez besoin d'une réponse pour vous faire assurer le bois dans tant de temps, il va falloir le changer. Puis moi, mon parement de maison est en bois, puis il a fallu que je le repeinture. Ça fait partie de ce qu'il faut faire quand on a du bois. Mais toute cette question-là, en ce moment, l'entretien du bois, je sens que c'est un irritant parce que, puis là, le revêtement intérieur aussi, le bois, il faut l'entretenir. C'est une matière qui nécessite de l'entretien plus que tout autre métaux. C'est un sujet qui était au forum numéro 3 et qu'à notre table, donc forestier, j'étais là avec effectivement quelqu'un de l'environnement et quelqu'un du service de l'entretien de la voirie. OK. Donc, ces personnes ont dit que ça coûte trop cher à entretenir. Le SEV puis le bureau de l'environnement. La nature. Valériane était là. La nature, une personne du bureau de l'environnement. C'est ça. Donc, ça avait été écarté parce qu'ils trouvaient que c'était trop d'entretien. Mais c'était un point qui a été mis sur la table qui n'a pas fini dans les 6 points finaux. Là. On avait 10 au début, je crois. Puis on est arrivé à 6. Il pourrait toujours revenir puisque les projets porteurs sont immuables, mais que toutes les actions peuvent s'ajouter ou se retirer. Pour l'instant, c'est d'aller... Il faudra aller voir un peu plus à l'interne puis dire qu'est-ce que c'est le matériau bois pour vous. Puis c'est le mot entretien qui accroche. Ouais. À trouver des paroles pour répondre à ça. Tout à fait. Mais là, je pense que l'étape de plus qu'on fait avec cette édition-là du plan d'action, c'est vraiment de se tourner vers la foresterie. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se donne quand même une ligne de conduite, si je peux dire, d'être agile et itératif. Donc, effectivement, tout peut évoluer. Et je sais que Denis continuera à nous faire cheminer là-dessus. C'est bon, Madame Godbout? Oui, quelques éléments. D'abord, je vais vous féliciter là, pour toute la démarche. J'ai dit tantôt, là, je pense que
Pour vrai, moi, j'ai adoré ça, voir. J'ai pas pu participer à beaucoup d'ateliers, là. C'était difficile de le conjuguer dans mon horaire, mais d'avoir été invitée, mais la fois que je suis allée, j'ai énormément apprécié là, les échanges avec les gens sur le terrain. Puis, je dirais aussi, vous avez dit qu'il y a déjà des choses en route avant même que ça soit adopté. Ben, je pense que c'est la preuve que vous avez bien fait votre travail, là. Pour moi, c'est une preuve concrète. Je trouve que vous faites vraiment un duo de feu, vraiment. J'ai j'aime vraiment beaucoup tout ce que j'ai lu aussi, là. J'ai parlé de la démarche, mais tout ce que j'ai lu aussi, je trouve que c'est moderne comme approche. On voit beaucoup de concertation, de mobilisation, en créant des hubs, que vous appelez ça hub ou carrefour. Pour moi, c'est la même chose, là. C'est vrai que là, maintenant, on a un lieu physique où on peut aussi ramener tous ces acteurs-là, ces joueurs-là qui sont essentiels sur notre territoire. Fait que c'est vrai, les astres s'alignent bien, là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai que je suis aux premières loges à l'université. Je pense que vous le savez, Marie-France, que je le sais aussi qu'il y a vraiment des très beaux projets en agriculture là-bas. J'étais moi-même très impressionnée de ce que j'ai vu. Fait que je pense que c'est très porteur pour la ville et la région. Puis c'est vrai que c'est un projet qu'il faut voir d'une manière très régionale. Donc, ça, c'est vraiment tous mes commentaires très positifs. Maintenant, je voulais. Mais en fait, c'est drôle parce que la question que j'avais que je ne voyais pas, c'était en lien avec le plan nature. Fait que vous êtes revenu un peu là-dessus, mais on voit pas vraiment d'informations du tout là, dans de ce qui a été recueilli, là, notamment au niveau des enjeux, tout ça. Là, vous avez fait référence au plan nature par rapport à la foresterie, mais vous n'en avez pas parlé par rapport aux agriculteurs. Donc, c'est sûr que je me dis, ben, si on n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. J'aurais eu tendance à prendre ça comme ça. En fait, le mot plan nature a été écrit à quelques endroits, puis on l'a enlevé. Parce qu'on s'est dit que. Ben, on l'a retiré parce que. Pourquoi on l'a retiré? Mais en fait, on ne voulait pas être en contradiction, on veut travailler avec le plan nature. Nous, c'est sûr que notre bout de la couverte, c'est la foresterie. Puis quand je suis allée rencontrer le bureau de l'environnement, je leur ai dit, moi, quand tu vas voir un arbre, il faut que tu penses foresterie. Foresterie veut dire action dans la forêt, entre autres couper des arbres. Puis elle a dit, mais ça ne rentre pas en contradiction avec le plan nature. Là, présentement, c'est le RCI qui va changer pour un règlement. On va être consulté au niveau forestier. Les forestiers vont être représentés. Je vais être là. Nous, c'est le mot foresterie qu'on va s'assurer qu'il est là. Puis moi, dans ma tête, foresterie et conservation, ça peut travailler ensemble. Fait que je les vois, plus j'y pense, là, une belle forêt qui se conserve bien est entretenue. Puis entretenue veut dire faire de la foresterie. Fait que moi, le plan nature, en ce moment, il y a un endroit où il y a... En fait, il y a une ligne qui pourrait être un petit peu problématique dans le PDZA. Ça dit ceci, s'assurer que la réglementation municipale ne soit pas plus contraignante que la réglementation provinciale. Et là, quand je me suis assise avec la personne au bureau de l'environnement, j'ai compris que, OK, il y a peut-être ici, ce libellé-là, parce qu'elle était là quand elle l'a entendu, c'est peut-être celui-là sur lequel il va falloir un peu travailler et négocier un petit peu la couverte entre elle et moi. Sinon, le reste, on ne voyait aucun enjeu. Puis d'ailleurs, la personne, elle a l'air très elle connaît très bien la foresterie. Elle ne te l'a pas dit, mais elle est très bien outillée en foresterie, puis pourtant elle est en conservation dans le plan nature. Fait que moi, en ce moment, le mot foresterie, je vais le mettre de l'avant. Je vais m'assurer qu'il soit complémentaire avec le plan nature, puis pas trop restreignant pour les producteurs forestiers. Puis pour avoir parlé avec eux, en ce moment, je ne vois pas d'enjeu, mais on va être là pour prendre les bonnes décisions. Mais Il ne faut pas confondre. Oui, attends. Parce qu'il y a RCI puis il y a plan nature. RCI, c'est temporaire. Oui. Et il y a le plan nature qui va prendre toute la place après. Oui. Tu sais, il y a différents éléments. Vas-y. Oui, ben, en fait, l'idée, c'est que quand même le plan nature était un premier jet, là, parce qu'il fallait aboutir à quelque chose, mais je pense que c'est important d'entendre. On n'est pas allé vraiment en consultation des parties prenantes. Oui, il y a M. Boutin qui était là, mais on s'entend que ça se peut qu'il se sentait un peu seul par moment là, dans son groupe, là, mais il y a... Parle pour 3, c'est correct.
Il parle pour 3, OK. Donc, mais c'est ça, fait que, tu sais, ce bout-là n'a pas été, à mon sens, rigoureusement fait, là, de pouvoir bonifier cette première version-là en fonction de la réalité des parties prenantes. Fait que moi, c'est plus dans ce sens-là que je le voyais, tu sais, parce que on faut être dans la discussion et la conversation là, pour s'améliorer. Puis, mais vous l'avez surtout dit tantôt aussi dans l'agilité. Je pense que c'est important d'être agile. Là. Ben, moi, c'est sûr que j'ai lu certains extraits du plan nature là, pour les besoins de. Vous me corrigerez les gens qui étaient sur le comité. Moi, j'ai senti vraiment que la tension du plan nature était vraiment avec la foresterie. L'agriculture, peut-être un petit peu, là, mais c'est vrai que dans certaines discussions, ça a ressorti, mais ce n'est pas un des éléments là, qui a ressorti le plus. Mais c'est sûr qu'il y a un travail qui peut être fait. Les tables de concertation qu'on veut. On y est plus par le volet réglementaire, je vous dirais. On veut créer des tables de concertation pour mettre les acteurs de la ville puis le monde agricole et forestier ensemble pour justement, quand il y a des angles un petit peu trop carrés, de pouvoir s'ajuster. C'est cette version-là, mais s'il y a possibilité de mieux l'articuler dans le contenu du rapport, ce sera à vous de nous dire là, si c'est ça que vous voulez. Je n'ai pas de problème là-dessus. Là. Dans le plan d'urbanisme, il y a tout un volet de réglementation aussi qui va s'en venir. Donc, là aussi, il va y avoir un autre tour à faire. Ben, en fait, c'est là aussi, je dirais que c'est une inquiétude que je porte là, par rapport aux actions que vous avez. Là, il y a, sont toutes très, très pertinentes. Certains, j'étais curieuse d'entendre par rapport à des budgets additionnels qui risquent, est-ce que, comme par exemple pour l'image de marque, est-ce qu'on a les budgets ou pas? Est-ce qu'il va falloir aller en demande additionnelle là-dessus? Ou, puis après ça, les hubs, on comprend là, que il n'y a pas de frais, ça, on est beaucoup dans la concertation. Mais l'aspect réglementaire, on a quand même, on le voit là, que les ressources sont limitées là, à la ville, puis il y a ces grands projets-là là, de plan nature où on travaille sur la réglementation, sur le plan d'urbanisme, tout ça qui va venir de la réglementation. J'ai l'impression que vous allez arriver un peu. On s'ajoute à leur liste de tâches qui ont déjà très rempli. Hein? Oui, c'est ça. Je l'ai senti. Je l'ai senti. C'est sûr. Fait que je me questionnais comme vous, comme consultant, est-ce que vous pouvez. Est-ce qu'on pourrait externaliser un peu ce volet-là d'analyse réglementaire? C'est quelque chose que vous faites pour arriver, mettons, avec le règlement, puis d'arriver avec des suggestions peut-être plus concrètes pour essayer d'alléger la tâche de nos équipes? Parce que j'ai l'impression que ça pourrait prendre du temps. Là. Moi, je ne suis pas un expert en réglementation. OK. Je suis plus dans la. Souvent, ce que j'interviens dans ces dossiers-là, c'est plus. Justement, souvent, les anciens schémas d'aménagement ont quand même un plan d'action, même si c'était très. Souvent, c'est le dernier bout qui manque dans ces consultations-là. On arrive à la fin et on dit aux gens, ben voici notre produit fini, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pouvez plus rien changer. C'est souvent à certaines, mais c'est beaucoup plus complexe quand on a des grands enjeux ou des grandes lignes gouvernementales dans lesquelles il faut faire rentrer ça. Souvent, c'est plus des mécanismes de compréhension mutuelle, des mécanismes de facilitateurs qu'on peut mettre en place. Là, mais tout ce qui est de l'analyse réglementaire, ça ne paraît pas, mais il y a des gens qui spécialisent en innovation réglementaire, mais c'est pas un domaine sur lequel j'ai de la compétence. Mais l'angle qu'on voyait quand même, c'était à travers les hubs, là, justement, et les réseautages et tout ça, c'est d'avoir un lieu où justement, que ce soit les agriculteurs ou les forestiers, puissent nous dire hey, là, ça accroche sur ça. Puis ce qui est intéressant de travailler avec des représentants de l'UPA ou de la foresterie, c'est qu'ils travaillent dans d'autres MRC aussi. Puis ils nous disent hey, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tu sais, d'emblée, ils nous amènent une veille, puis ils nous font réfléchir. Puis c'est ça qu'il faut, c'est qu'il y a un lieu. Tu sais, c'est définir, de créer un canal où justement, parce que nous, tu sais, d'emblée, moi, je ne sais pas là, sur quoi ça accroche. Là. Donc, il faut que les gens de terrain nous le disent, nous le reflètent. Donc, c'est un peu plus dans cette direction-là. Puis après, effectivement, il faut le faire rentrer dans la machine. Ça, on est d'accord. Oui. Avant, il y avait M. Jean qui avait demandé la parole, mais je pense que vous voulez quand même réagir au point de Mme Godbout. Donc, est-ce que, M. Jean, vous me permettez de les laisser réagir à la question de Mme Godbout? Parfait. Donc, il y avait Geneviève, Valérie, Denis. Oui, ça va être bref. Hein? Tu me connais. Hein? Mais puis après, tu me complètes, ça va-tu? Ben, je veux juste rappeler, parce que on en a parlé souvent, la préoccupation est là par rapport au plan nature. On se rappelle que le RCI, c'est un règlement de contrôle intérimaire, comme ça a été dit. Puis au niveau de la foresterie, en fait,
à partir du moment où on reconnaît les prescriptions sylvicoles, c'est de l'aménagement déjà durable là, qui se fait, puis qui est la demande au niveau foresterie. On ne risque pas de coincer là avec le plan nature ou la réglementation finale. Il restait des points au niveau agricole, en fait, puis là, ça va être important, puis je pense que c'est prévu aussi au niveau, avant de faire la réglementation, d'aller revoir l'UPA. Il y a des points qui nous ont déjà été soulevés. C'est les prairies humides, puis, si ma mémoire, les bandes riveraines pour les terres agricoles, où là, il y avait encore des enjeux. Ça avait été porté par Madame Go. Fait que, ça va se faire avant la réglementation. C'est clair que cette consultation-là, pour s'asseoir ensemble et voir ce qui est possible pour maintenir nos objectifs, mais en même temps être conséquent par rapport à la réalité agricole, va se faire. Là. Fait que je voulais... En fait, c'était pour rajouter par rapport à la vigie réglementaire et tout ça. C'est sûr que nous, on a déjà on a 2 professionnels à l'UPA qui travaillent au niveau de l'aménagement du territoire ainsi qu'au niveau de l'environnement, qui sont clairement plus experts que moi, malgré que je maîtrise certains points. Donc, je pense qu'au niveau du PDZA et tout ça, il y a moyen, puis même au niveau de certains dossiers de la Ville de Sherbrooke, il y a moyen d'être en appui, là, puis peut-être aussi faciliter la tâche à votre équipe aussi, là, à ce niveau-là. Parfait. Pour la suite, donc, pour avoir participé tout le long de l'élaboration du plan nature, où j'aime dire que j'ai servi à rien, mais que Christelle dit non, tu as bien défendu tes points, félicitations. Le plan nature n'a strictement rien fait pour la foresterie, ou rien contre ni rien pour. C'est vraiment au niveau réglementaire. C'est le 1200 présentement qui nous empêche de faire de la foresterie durable. Et dans une des actions, c'est d'arriver avec un règlement d'abattage pour la foresterie, mais que j'ai participé dans les 2 dernières années à faire celui du Val-Saint-François, celui de la Merci des Sources. Donc, c'est facile de l'apporter ici, puis ça serait c'est pas une grosse tâche, c'est pas une tâche titanesque, loin de là. Mais on est dans l'attente, donc, de ce règlement-là. C'est mon vœu pieux. Quand on a présenté le plan nature ici, j'ai dit, on vous attendra quand on sera rendu au réglementaire. Je réitère la même phrase aujourd'hui. Mais en fait, si on veut que M. Boutin continue à s'impliquer, il faut qu'on le retarde. Donc, parce que c'est son objectif. Une petite boutade. C'est bon? Donc, M. Jing? Oui, merci. M. Boutin, justement, puis peut-être M. Cadieux, vous allez pouvoir m'aider, puis peut-être Annie, parce qu'on était sur le comité de revitalisation du centre-ville dans le dernier mandat. Si je me souviens bien, Philippe, là, il y avait un pointage qui se donnait aux gens qui répondaient à l'appel d'offres du quartier général pour une construction en bois. C'est une bonne question. Je sais que ça avait été discuté. Ça faisait partie de l'éco... Aménagement intérieur, oui. Exact. La structure, il y avait des enjeux face au nombre d'étages. Vous allez chercher des points au niveau de ce qui un peu contrebalançait le fait qu'il faut aller chercher toujours la soumission la plus basse par la loi provinciale. Puis ça c'est un enjeu majeur. C'est parce que on n'a pas toujours la qualité qui vient avec cette réglementation-là. Puis il y avait du favoritisme à l'époque. Donc, on n'a pas trouvé encore le meilleur des mondes, mais effectivement, dans nos processus d'appel d'offres, peut-être si moi j'aimerais ça qu'on revoie ou qu'on ait accès à ça, voir s'il n'y a pas des points bonus qui se donnent lorsqu'on utilise du bois. Dans le cadre de la politique dont là, je pourrais aller ressortir une politique qui existe puis qui a été élaborée par Sécobois, un regroupement de professionnels, architectes, ingénieurs qui ont démontré la structure, toutes les performances du bois, autant pour les gens des incendies que l'entretien, etc. Puis c'est fait avec du bois du Québec. Fait que je pourrais sortir cette politique-là. Puis si le momentum est intéressant, on pourrait essayer de relever ce projet-là. Puis si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a une nouvelle personne dans la ville qui connaît bien le dossier, que j'apprends à connaître mes collègues avec l'arrivée à la ville. Puis je pense qu'il y a quelqu'un ici dans la ville qui a très bien connu cette politique-là. Je vais essayer de la recontacter. Fait que Denis, ça pourrait repartir. Parce que là, à date, si on fait ça, c'est la cerise sur le Sunday, parce que là, on a une belle liste. Si on fait ça, si on réussit à atteindre ce qui est écrit actuellement, les forestiers m'ont tous dit qu'ils seraient contents. Si on va jusqu'à augmenter l'utilisation du matériau bois, c'est un beau plus. Le plan climat serait bon aussi dans ça.
Mme Lose faisait référence à ça tantôt. Là. Oui, ça pourrait être un moyen. Ouais. Je sais que la réglementation en Suède est basée comme ça. Donc, c'est vraiment sur l'emploi des matériaux locaux. Puis, ils donnent tellement de points qu'à un moment donné, le monétaire diminue beaucoup. Je travaillais sur un comité provincial il y a 2 semaines, puis c'est un modèle qui va être ramené là, potentiellement. Bon, donc si je comprends bien, M. Cadieux, J'ai on rien est en dit. train de. Non, mais J'espère que vous comprenez vous êtes bien. le directeur du service de développement économique, mais je pense qu'on va demander à Marie-France, à Mme Audet, de nous faire un petit suivi là-dessus. Ben oui, assurément, on peut vous faire un suivi. En fait, je pense que nos collègues du Bureau de l'environnement puis les gens de l'approvisionnement, dans le fond, on va leur demander d'écouter la séance de la commission d'aujourd'hui. Effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il faut juste voir jusqu'où on peut aller. Mais de demander qu'il y ait une portion qui soit en bois là, dans des services, dans des processus d'appel d'offres, ça peut se faire. Après ça, c'est de voir jusqu'où on peut préciser par rapport à la qualité puis l'enjeu d'entretien. Mais c'est pas ma spécialité, mais on va s'assurer là, de contacter nos collègues puis de les sensibiliser à cette question-là, parce que c'est une question importante. Puis M. Jenks qui a mentionné, effectivement, même à l'intérieur du QG, dans les aménagements intérieurs, c'était demandé. D'ailleurs, à quelques endroits, on voit ces clins d'œil-là. On a Juste au niveau de l'aménagement intérieur, hein, c'était la structure. Oui, on voulait aller jusqu'à la structure. Par contre, finalement, c'est pas finalement, ça n'a pas été fait comme ça. Puis l'enjeu à l'intérieur, ça a vraiment été un enjeu de coût. Parce qu'on voulait avoir beaucoup plus de bois, puis on a dû tout changer nos plans parce qu'on avait déjà on a eu un enjeu de coût, là. On avait un enjeu encore plus important. On a dû faire des choix difficiles. Fait que c'est souvent ça, malheureusement. On veut changer le monde, mais au final, effectivement. Et ça, c'en est une qu'on a prise lors des aménagements du QG. Là. Merci. Pour ma part, les projets, c'est très bien. Pour ma part, si moi j'avais à voter, c'est le branding. Si tu vas à Charlevoix, tu vois Charlevoix partout sur les emballages, sur qu'est-ce que Charlevoix a plus que nous. Peut-être une meilleure concertation, peut-être qu'ils travaillent moins en silo. Au marché. Puis la mise en marché, c'est là-dessus, moi, que je miserais le plus. J'ai acheté des pommes au marché de la gare l'automne passé, mes pommes préférées, les Lobos, pour ne pas les nommer. Et ça venait d'un verger qui n'était pas de l'Estrie. Ça m'a fait mal un peu. Je dis, ben, voyons, on devrait vraiment travailler ça. Là, donc, le branding, la mise en marché. Dernier point, puis je pense que Marie-France va sourire. Est-ce que dans ces consultations-là, on a parlé quand même de la faune, le cerf de Virginie, le dindon sauvage? Est-ce que c'était un enjeu, même au niveau de la foresterie? On le voit de plus en plus au bois Beckett, mais on le voit dans nos bois. Il y a quand même ça fait des ravages et ça s'en va pas en s'amenuisant. On n'a pas eu encore le rapport du cheptel, l'étude qu'on a fait faire pour le bois Beckett, mais c'est quand même des enjeux. Puis on a vu dernièrement une ferme dans votre district, madame, où les tulipes se sont fait manger, mais si c'est pas les tulipes, ça va être des pommes ou ça va être d'autres choses. Alors, il y a quand même cet enjeu-là. Je voulais vous entendre là-dessus. Merci. T'en as-tu vu des chevreuils, toi, en t'en venant ici? Ben, bref, c'est toujours un enjeu. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce dossier-là. La beauté du dossier, c'est que ça a parti tout petit à Sherbrooke. C'était écrit, c'était une action du PDZ de Sherbrooke, puis ça le percolait à toute l'Estrie. En ce moment, il y a une ressource 3 jours par semaine à l'UPA qui veille à soutenir les enjeux de faune. Puis c'est beau son titre, là, je vous le dis, là, elle travaille autant en protection des espèces en péril qu'en faune où on a de la surabondance. Puis si vous y pensez comme il faut, quand il y a un déséquilibre, soit trop ou pas assez,
c'est pas bon pour la biodiversité. Fait que cette personne-là avance très bien. L'Estrie au complet a misé sur cette ressource-là. Toutes les MRC sont du même avis. Il y a un problème au niveau faunique. On a travaillé étroitement avec le ministère de la Faune. Ça n'a pas été écrit dans ce PDZ-là, mais c'est comme rentrer dans... Ça va continuer d'avancer. Le ministère de l'Agriculture aussi se pose des questions. OK, comment on fait pour savoir les dommages de tel agriculteur? Ça représente une surpopulation élevée, moyennement élevée ou faible, puis après ça, où s'ensuit les moyens de gestion. Fait que même si ce n'est pas écrit, ça demeure un projet régional qui est en cours, supporté par l'ESD, puis ça ne pourra pas disparaître de nos... je veux dire, ça va demeurer un enjeu prioritaire pour l'Estrie. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que tout le monde comprend c'est quoi ESD? Ou vous voulez un petit rappel? ESD. ESD. L'entente sectorielle de développement. Voilà. Bien, je vais en parler un petit peu parce qu'il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. L'ESD, c'est un genre de véhicule qu'on s'est donné à l'échelle régionale dans lequel tout le monde met des sous. On a 12 partenaires, les 9 municipalités, parce que nous, on travaille ça avec la Haute-Yamaska et Bromésiquoi. L'Estrie s'est rendu 9 MRC pour nous en agricole. Le ministère de l'Agriculture est là, l'UPA et le MAMACH, le ministère des Affaires municipales. Tout le monde met des sous là-dedans, puis on se dote de projets régionaux structurants. Ça fait 4 ans qu'on avance dans ça. On a fait notre première ESD, on a réalisé 5 projets à l'échelle régionale. Là, on est dans notre deuxième ESD, fait qu'on est un peu plus ferré, on sait où ça en va. On travaille bien ensemble et on a fait un gros travail de réflexion pour se doter. On a une planification stratégique régionale. On a fait un appel de projet. Il y a 22 projets qui ont été déposés. Puis là, on arrive dans l'analyse pour essayer de les mettre en place dès le mois de juin. Des projets de toute envergure à l'échelle régionale. Puis les ministères, en ce moment, ils nous regardent aller puis ils trouvent qu'on travaille bien ensemble. Puis l'argent s'ajoute. L'argent arrive des fois. Fait que, bref, en ce moment, on est une belle équipe, une belle dynamique, un beau milieu concerté, puis on a des sous puis des moyens pour avancer. Puis ça me donne l'occasion d'expliquer que Marie-France, tu sais, oui, elle travaille sur le territoire de Sherbrooke, mais elle participe beaucoup à plein d'organisations qui touchent notre territoire, mais externes aussi. Donc ça fait partie de son travail. Et puis c'est ça qui est intéressant de travailler en maillage avec d'autres MRC aussi. Il y a des projets comme le projet Artère a été régionalisé. Avant, c'est Marie-France qui s'en occupait ici sur le territoire. Puis, mais de façon partielle, donc une fois de temps en temps, faire se replonger là-dedans. Là, il y a vraiment, c'est 1 ou 2 ressources. 2 ressources régionales financées par l'ESD, exact. Qui s'en occupe. Donc, tu sais, Marie-France, qu'elle fait, puis moi, ça m'est arrivé aussi là, avec des gens de mon district, je les mets en contact, là, puis on est le relais. Il y a aussi tout ce qui est, on a parlé de santé mentale aussi tantôt. Travailleuses de rang. Donc, il y a les travailleuses de rang où c'est régionalisé aussi, où l'UPA travaille beaucoup là-dedans. Donc, il y a plusieurs choses comme ça où vraiment c'est intéressant de mutualiser les ressources, puis ça dégage Marie-France pour faire autre chose. Plus à Sherbrooke. Oui, on a vraiment un beau milieu de travail. Puis en ce moment, je peux vous dire, hier, encore, ça se disait, en Estrie, il y a quelque chose qui se passe. Puis je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a nommé un adjectif pour Sherbrooke tantôt. Tu l'as-tu nommé? Il a des fois utilisé le mot pôle bioalimentaire estrien. Fait que, tu sais, Sherbrooke, c'est ça. Puis moi, quand je suis arrivée en Estrie comme représentant de Sherbrooke, j'ai un petit peu saisi comment on pouvait percevoir Sherbrooke des fois. Puis là, je veux agir comme une bonne joueuse, une bonne locomotive avec eux, puis une collaboratrice. Puis en ce moment, ça avance bien. Tout le monde travaille ensemble. On a avantage parce que si on veut nourrir Sherbrooke, on a avantage à travailler estrien. Ben, surtout qu'on ne veut pas les nourrir avec des produits qui font 5000 km avant d'arriver. Hein? Et voilà. Vous voyez que Marie-France, elle a complètement changé depuis qu'elle est au service du développement économique. Ça l'a rendu grise. C'est plus la même. Faut pas que j'aie changé, il paraît, là. J'espère que j'ai pas trop. Bref, ça me tient toujours à cœur. Je suis prête pour faire les 5 prochaines années avec ce nouveau plan-là. Je vous le dis là. Puis, ce qu'on fait aussi, parce que vous savez, il y a le comité de suivi qui se rencontre
En tout cas, là, on est en train de retravailler un petit peu nos fonctionnements et la composition aussi, parce que on veut qu'il y ait des producteurs, des transformateurs là, et il y a une saisonnalité qui est une réalité pour eux. Donc, on va peut-être plus essayer de travailler en chantier plutôt qu'en gros comité, pour que, tu sais, suivant les profils, il y ait toujours des sujets intéressants, parce que sinon, ça. Tu sais, parfois, il y a des gens qui se demandent là, pourquoi ils sont là puis qui trouvent qu'ils servent à rien. Donc, donc, on va éviter ça. Et puis aussi, on retravaille aussi la composition, mais c'est toujours, puis Geneviève pourra sans doute témoigner, c'est toujours des rencontres très enrichissantes, très éclairantes, tu sais, où justement on travaille avec les acteurs du terrain, puis c'est ça qui est important, là. Oui, Marie-France. Ça va être la dernière fois que Samuel vient ici, fait que j'aimerais ça le remercier, mais aussi pour vous dire que je demeure en contact avec Samuel, puisqu'il a demandé à différents territoires du Québec qui ont fait des mises à jour de PDZA de participer à une communauté de pratique. Donc, Samuel m'a invité à cette communauté de pratique. Donc, je suis avec des gens de partout dans le Québec et je partage mon quotidien avec eux. Comment vous gérez ça, vous autres, l'avancement d'un PDZA, vos outils de financement, vos outils de gestion au quotidien. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, il y a une personne de Rivière-du-Loup qui m'a partagé un de ses outils qu'elle m'a donné. Fait que ça, disons que le secteur agroalimentaire a cette grande force-là. On est très collaborateurs. Fait que Samuel demeure autour de moi, puis je fais partie de sa communauté de pratique. Oui, et il est ouvert à faire d'autres mandats si un jour on en avait besoin. Oui, on a au fil du travail, on a compris que c'est une ressource qu'on veut garder pas très loin. Ça... Oui, merci Valérie. Merci. J'espère que la grosseur des fleurs ne va pas avec la grosseur du pot. Mais je voudrais dire aussi que je ne dis pas parce qu'on vient de me dire ça, j'ai vraiment adoré. On a souvent une peur quand j'approche des grandes villes. Souvent, c'est très cadré, mais j'avoue qu'à Sherbrooke, il y a quelque chose de spécial. C'est très humain comme relation. Puis avec le comité avec qui j'ai travaillé, on oublie la grosse machine administrative en arrière quand on a fait le travail. Puis j'ai vraiment apprécié ça là, au niveau de l'attitude de tout le monde dans la démarche. Merci beaucoup. Et au plaisir de se recroiser dans un. C'est sûr. Donc, ce que je comprends, c'est que tout le monde est à l'aise avec ce qu'on nous a proposé. Tu sais, si vous voyez qu'il y a des choses qui manquent ou. Ben oui, écoute. Non, parce que, en fait, effectivement, c'est qu'il y a un budget. Ah, où tu voulais répondre à cette question-là? Bien, en fait, je peux peut-être préciser la suite, là. Pour répondre à votre question, Madame Godbout, pour le budget, c'est celui dont on dispose déjà pour le PDZA. Donc, on ne modifie pas le budget, on conserve le même pour la mise en œuvre là, chaque année là, du plan d'action. Il est à 50 000. 50. Donc, fait que ça, le budget, ça reste le même. On ne fait pas de demande là, additionnelle par rapport à ça. Pour les prochaines étapes, dans le fond, l'objectif aujourd'hui, c'était de recueillir vos commentaires pour faire les derniers ajustements au rapport. Donc, à la commission du mois prochain, c'est le rapport final là, qui est déposé là, pour adoption. Voilà. Ça va? D'autres commentaires? Juste un petit. Oui. C'est un commentaire plus personnel, mais parce que dans le fond, je suis à l'UPA, ça fait déjà une douzaine d'années, mais ça fait 1 an et demi que je suis en poste dans mes fonctions de conseillère à la vie syndicale. Puis je devais dire que la première fois que je suis venue, je me rappelle, c'est la salle au fond complètement. Ma première rencontre de PDZA, j'étais très, très, très impressionnée. Je ne savais pas où me placer. Puis, je voulais vous remercier parce que j'ai vraiment appris à travailler avec vous, Christelle et Geneviève aussi. Puis, ça a vraiment été agréable là, de travailler avec la Ville de Sherbrooke là, sur ce projet-là, même si au début, j'étais bien intimidée. Mais bref, c'est super. Merci beaucoup. Merci. C'est très apprécié. Ça n'a pas paru que tu étais impressionnée. Ah, ils m'ont dit. Non, mais je pense qu'effectivement, on a une bonne ambiance, là. Puis, c'est très agréable. Ah ben, le PDZA, ça va très bien. On parlait de ça. Je sais pas, il faut un petit message peut-être, on va en reparler après. Mais parfait. Je vous remercie beaucoup. Bravo vraiment pour tout le processus où, comme je l'ai dit tantôt, ça a été encore
plus en profondeur que ce que j'imaginais. Puis je pense on se donne une bonne aire d'aller pour les prochaines années. Merci énormément, Monsieur Comtois. Ça a été très, très, très enrichissant. Vous avez mené ça super bien. Là. C'était, parfois, j'entendais les activités et puis je me disais, mais où on va avec ça? Puis finalement, on allait toujours là où c'était pertinent. Donc, vraiment, bravo, merci beaucoup. Merci. Vous êtes 2 représentants du comité, plus Geneviève et moi, mais j'en profite aussi pour remercier le comité parce que dans tout ce processus-là, mais on a eu pas mal plus de rencontres que ce qui était prévu à la base et donc tout le monde a embarqué, donc c'était très, très apprécié. Donc voilà, mais merci. Je pense que ça met fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, on se revoit au mois de juin, le 12? Le 13. 13. Et on va parler de? On va parler le 13 juin, on va adopter la version finale là, de la mise à jour du plan d'action du PDZA. On va avoir une séance particulière là, liée avec le plan d'urbanisme, plus pour le diagnostic commercial qu'on fait à ce stade-ci. Puis on va échanger avec vous là, sur les perspectives d'avenir du développement des différents pôles commerciaux. On va être avec Entreprendre Sherbrooke pour cette présentation-là. Oui, et donc on va encore une fois solliciter tous nos collègues du conseil puisque c'est dans le cadre du plan d'urbanisme. Oui, Mme Godbout? Sur la suite, justement, des dossiers, il y a des dossiers que ça fait 1 an là, qu'on a vus, qui ne sont pas revenus là, au niveau de l'attractivité. Entre autres, là, on avait déposé des trucs, savoir on en est rendu où. Ça fait 1 an au moins qu'on a vu ça. Fait que Oui, pour l'attractivité, on a reçu le rapport il y a de ça environ 3 semaines. On est en train de regarder les différentes perspectives puis les scénarios. Avec la réforme, là, on veut s'assurer de bien placer les choses avant de faire une proposition. C'est un dossier qu'il va falloir valider. C'est un dossier de commission parce que pour moi, c'est actuellement que le plan d'action de la commission, c'est un dossier qui devrait aller vers les instances décisionnelles. Fait que ça, c'est quelque chose à valider avec la présidente, là, puis avec la direction générale notamment et la mairie. De notre côté, on va aller dans le chemin que vous nous dites d'aller pour que ça puisse avancer. donc, on compte sur notre présidente pour ramener ça ici, c'est ça? Comme tout autre projet qu'on a perdu. C'est quand même un projet, en tout cas. Il y a l'image de je les marque connais aussi pas. qu'on avait comme entamé des trucs. Oui. Ça va dans la même. Ça, Madame de la Fontaine, c'est la même chose. Là. Ça l'avance. C'est la même chose aussi. Oui. Ça a pris un autre chemin. C'est parce que votre plan d'action, c'est toute la question du plan d'action. Je ne veux pas partir le débat ici. Là, mais c'est parce que, on l'avait refusé. On était 2 d'avoir refusé le plan d'action parce que c'était trop dégarni. Mais bon. On en est conscient. Surtout. Mais oui, on va revenir avec ça. Mais en fait, juin va être consacré pas mal au plan d'urbanisme. Et puis en septembre, on a l'Assemblée générale aussi là, qui revient. Donc la première rencontre à la rentrée va être un peu escamotée des sujets. Donc on va avoir le temps de ramener ça sur la table. Ça va? Alors, merci tout le monde. Et donc, on se revoit au mois de juin.